c'est ok. C'est ok. Ouais, je pense, de toute façon. Ça va Mais le faire. sinon, tu peux te le pincer ici, là. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire, mais en fait, ça m'a fait un truc. Regarde. Ouais, tu le mets comme ça. C'est moche un peu, non? Il n'y a personne qui le voit. Montre. Check depuis. Non, on dirait que t'as une petite poche. Rien du tout, Attends, mec, je peux pas t'inquiète. passer pour un gland devant 60 millions de Français quand même. Non, c'est bon. Ok. Impeccable. Et action. Action. Pour le... Ah, tu sais pourquoi c'est fait ça? Je sais pourquoi c'est fait, je sais exactement pourquoi ça va me servir. Ah C'est ouais mes potes qui m'ont expliqué. En fait, quand tu fais ça, c'est dans le cinéma et dans le montage, c'est pour raccorder le son et l'image. Bah oui. Mais je savais pas. Et en fait, je viens de penser au dernier podcast où j'ai galéré, mais comme genre je découpais seconde par seconde pour que ce soit sur le bon truc. En fait, c'est ça le truc pour faire le son et l'image. Et ouais, c'est ça. Ok. Et oui, on lance un podcast, messieurs, dames. Les équipes Ah sont en ouais. train de se former, mais Faut peut-être acheter un. On se fera peut-être un petit clap comme ça. c'est vrai. C'est pas mal ça. Podcast Apéro Imo numéro 2. C'est parti. C'est Martin. Non, ok, on a raté. On a parlé en même temps. Casse les couilles. Ok. Bon, allez, c'est parti. Ouais. C'est parti. Tout ça, on va le garder au montage, hein, le début. Ah ouais. Très gaulerie de commencer comme ça, je trouve. Ok. Mais- Et là, maintenant, clac, on commence. Ok. Oups, c'est parti. Là, c'est bon. Martin. Salut Arthur. Bah écoute, salut à toi. Ça me fait très plaisir qu'on fasse ce nouvel épisode. Ouais. Du coup, donc deuxième épisode du podcast. Dans un lieu complètement différent du premier. C'est vrai qu'on a changé un petit peu les meubles. En fait, la table, bon, c'était pas forcément le plus pratique et le plus esthétique. On n'est plus en France, là, on est dans un autre pays cette fois-ci. On est parti à Dubaï On d'ailleurs. est parti à Dubaï. On en parlait la semaine dernière. On a tout plaqué pour aller là-bas. Pour ceux qui se souviennent du dernier épisode. Et non, dans nos bureaux à Biarritz. Toujours. Ça me fait plaisir de faire ce podcast avec toi. On tourne, on est un vendredi. Ouais. On est sur une fin de semaine. Et juste un élément comme ça que je voulais lancer à la volée pour commencer. J'ai fait des petits calculs. Je me suis rendu compte que lundi, mardi, mercredi, donc on était en déplacement, on a quand même fait une semaine entre 35 et 43 heures, je crois, en 3 jours. C'est pas mal. Et encore, je compte pas ce qu'on a fait sur les projets à côté, tu sais, moi avec l'appartement à Bordeaux, toi avec le montage du dossier de l'immeuble, etc. Je pense qu'en 3 jours, on a fait une semaine, on n'est pas loin des 45-50 heures en 3 jours. Mais c'est intéressant parce que les gens, tu sais, les gens souvent se disent, ouais, libre financièrement, je vais pouvoir travailler, faire ce que je veux, Ouais. peut-être moins travailler justement. Moi, je crois que j'ai jamais autant travaillé depuis que j'ai plus besoin de le faire. Ouais, non, mais c'est sûr, mais parce qu'en C'est fait, fou, hein. le travail au final, ça devient. J'imagine que c'est pareil pour toi, mais c'est un plaisir, quoi. Donc, Je sais plus comment elle s'appelle. Tu sais, celle qui a été ministre des Sports là pendant un jour ou une semaine là. Tu vois pas celle qui était- je suis trop à l'actualité, je peux pas te dire. Ça me fait rire. J'ai lisé un truc où j'étais tombé sur une vidéo où elle parlait du nombre d'heures qu'elle s'enfournait chaque semaine. Ah ouais? On mettra l'extrait. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je suis pas bien payée. Elle était à Le combien? nombre d'heures que je m'enfourne. C'est chaque semaine. horrible de parler comme ça. En plus, le terme, il est affreux, quoi. Non, mais c'est vrai que je pense qu'un 35 heures sur une activité que t'aimes pas beaucoup, dont t'es pas fan, je pense que tu les sens durement passer. Alors Non. qu'un 70 heures sur un truc que t'adores, en soi, tu les vois pas passer, quoi. On se fait exploser hein, depuis On le se fait, début on se fait d'année. on se fait un peu exploser. Tout le monde qui rejoint l'accompagnement, tout le monde Mais en fait, j'ai fait des qui nous calculs. sollicite. Ouais. Là, c'est bon, c'est la rentrée, les gens se lancent. Moi, j'ai fait des calculs rapides. Fin du mois d'août, quand c'était calme et que du coup, on n'était pas en coaching, etc. Ouais. On faisait des semaines, on tournait en moyenne sur du 40 heures. Sur une semaine classique. Ouais. Mais parce que du coup, on était un peu plus détente, etc. Et en moyenne, c'est vrai qu'on fait quasiment 2 fois plus. Et je trouvais ça intéressant de parler de ça parce qu'effectivement, ça contraste avec l'image parfois qu'on a de l'infoprenariat aussi, du business en ligne, où on se dit, mais il est dans le canapé, il vend ses trucs en ligne, il fait rien. T'es dans le canapé, effectivement, mais tu fais pas rien, quoi. Exactement. Bon, je voulais aborder un sujet peut-être un peu plus immobilier cette semaine. Et en fait, je me suis fait une réflexion parce qu'on a repris donc les apéros IMO. On en a déjà fait 3 cette semaine. Et c'est globalement toujours les mêmes questions, un petit peu interrogations qui reviennent à la fin de chaque apéro. Exact. Parce que pour remettre un petit peu de contexte, on organise donc chaque semaine plusieurs apéros immobiliers en France. L'objectif, c'est que Martin part à la rencontre des Français et Françaises qui ont déjà investi ou qui souhaitent le faire pour échanger, discuter un peu avec eux sur la stratégie
qu'on peut adopter, discuter un petit peu du contexte. Et en fait, le format est assez simple. Il y a un format conférence pour s'éduquer, apprendre, suivi ensuite d'un format plus décontracté, apéro, où on échange un petit peu tous entre nous. Et lors de ces formats apéro, c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent, les mêmes profils qui viennent vers nous aussi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas répondre un petit peu à ces questions aujourd'hui, parce que peut-être que c'est des questions que tout le monde se pose. Excellente idée. Je te fais un petit débrief. Alors, j'en ai sélectionné trois, les trois plus importantes aujourd'hui, et j'aimerais que tu me donnes ton avis, ton expérience, ce que tu conseilles aux gens de manière générale. Ça te va? Allez, c'est parti. Allez, superbe. Alors, premier élément qui est très intéressant, donc chaque conférence, on a en moyenne ça varie, 300 et 600 personnes qui s'inscrivent. Sur place, on est toujours entre 50 et 100, ça dépend un petit peu des villes. Ouais. Parmi toutes ces personnes qu'on a systématiquement au téléphone avant les apéros, il y a toujours un type de projet qui revient très souvent et qui n'est pas le même du coup quand ils sortent de l'apéro après, c'est l'investissement dans des petites surfaces. On te dit, Martin, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est je veux un studio plein centre-ville alloué à un étudiant. C'est ce qui revient le plus. Toi, ton avis sur ce type d'investissement, sachant que je remets toujours un peu de contexte, 100% de ces personnes veulent faire de l'immobilier rentable. Ouais. Le contexte, c'est qu'ils veulent faire de l'argent, ils veulent générer des revenus avec l'immobilier. Cet objectif est clairement défini. Et à côté, les actions qu'ils veulent mettre en place, c'est la petite surface en centre-ville. Qu'est-ce que toi, tu leur réponds? Qu'est-ce que tu leur conseilles quand ils viennent vers toi avec ce genre de projet, toi? Il y a une phase de compréhension d'abord, parce que si on part, si ils partent généralement sur ce type de petite surface, c'est qu'il y a des peurs, des doutes, des craintes. Est-ce que je me sens capable de partir sur un projet plus rentable, plus gros? Je comprends ça parfaitement. Et, euh, et puis aujourd'hui, si tu veux, à part ce qu'on peut entendre un peu sur Internet, factuellement, ils n'ont pas beaucoup vu de colocs rentables, ils n'ont pas peut-être rencontré beaucoup d'investisseurs qui ont tapé dans des immeubles à 10-15% de rendement par an. Donc ouais, c'est normal d'avoir ce type de pensée, mais il faut comprendre pourquoi on l'a. Est-ce que c'est parce que c'est un petit budget et que je me sens pas capable d'aller chercher un financement plus grand? Est-ce que c'est parce que je maîtrise peut-être pas le process et que j'ai peut-être pas la notion du fait que si je commence par trouver un projet avant d'aller voir le banquier, j'emprunte plus juste sur ma capacité d'emprunt, mais sur ma capacité d'emprunt plus les futurs revenus locatifs. Quand on parle d'une coloc, on parle de 1200, 1800, 2000 euros de loyer chaque mois, pareil sur un immeuble. Quand tu t'additionnes ça à tes revenus issus de ton travail, d'un coup, tu peux emprunter un peu plus et donc tu te sens capable de partir sur des projets plus gros. Mais souvent, les gens commencent par aller demander la permission au banquier. Donc, les banquiers n'ayant pas d'intérêt à financer particulièrement des projets locatifs, il faut savoir que la banque, quand elle finance un projet locatif, elle finance un business avec les risques que ça comporte. C'est pas très intéressant pour eux. Ils ne gagnent pas spécialement d'argent en faisant du crédit immobilier, mais ils ont l'intérêt à le faire en finançant une résidence principale, parce que c'est un produit d'appel de fidélisation des clients. Ensuite, une fois que tu as acheté ta résidence principale, tu prends le crédit pour la voiture, tu ouvres les livrets A pour les enfants quelques années plus tard, l'assurance voiture, habitation, etc. Donc, de ce fait-là, les banques, quand on commence par aller les voir avant d'avoir trouvé un projet rentable, sécuritaire, etc., avec notamment les stratégies qu'on propose, mais il y en a d'autres, on arrive avec des budgets qui sont tout petits. Et donc, avec un budget tout petit, on achète une petite résidence principale ou bien on achète un petit studio, alors qu'il se peut qu'on puisse faire plus et des projets qui correspondent plus à nos ambitions, quoi. Ouais, tu soulèves un point aussi qui est intéressant et c'est quelque chose que tu dis dans la conférence toutes les semaines. C'est d'arriver à la banque avec un projet construit et tu vois, c'est marrant parce que je sors d'un appel du coup avec un couple qui sont venus nous voir à une conférence et qui ont toujours pas bien compris l'intérêt de cette démarche-là, ce que ça pouvait leur apporter. Alors pourtant, c'est relativement clair, mais est-ce que tu pourrais refaire un point là-dessus? Quelle est la réelle différence aujourd'hui entre j'arrive sans projet, j'arrive avec projet? Qu'est-ce que Ouais. ça m'ouvre comme porte? Qu'est-ce que ça me ferme pardon, comme porte au contraire? En fait, je crois que le plus simple pour répondre à cette question, c'est à travers cette métaphore. Si tu imagines que tu veux ouvrir une entreprise, si tu imagines que tu veux ouvrir une entreprise et que tu sais qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses appel à des investisseurs ou que tu lèves des fonds pour embaucher plus de monde, grandir plus vite. Ok. La question à se poser, c'est à quel moment je vais voir les investisseurs? Est-ce que c'est au moment où j'ouvre mon business pour directement connaître la croissance? Ou est-ce que c'est quelques mois, quelques années après, une fois que je me suis lancé, que j'ai connu la réalité du terrain,
que je suis allé chercher les premiers clients, que je me suis bouffé quelques portes et que j'ai montré que j'étais résilient, je pense que 100% des personnes s'accordent à dire que dans le deuxième cas, j'aurais des meilleures conditions d'investissement que dans le premier. Et pourtant, en 2024, il y en a encore qui continuent à aller demander la permission aux banquiers, savoir combien ils peuvent emprunter. Et le problème, c'est que c'est basé seulement sur leurs revenus. Il n'y a pas de projet, il n'y a aucune négociation possible parce que tu n'as pas de projet. Il va te dire, voilà, en ce moment, on peut te financer, les taux d'intérêt, c'est ça. En plus, avec les difficultés aujourd'hui sur la partie travaux, on pourra financer qu'une partie des travaux seulement. Et en ce moment, nous, ce qu'on demande, c'est de mettre 10% d'apport ou au minimum les frais de notaire. Ça, c'est ce que tu entends partout. Donc voilà, ça, c'est le genre de risque auquel tu t'exposes si tu commences par aller voir le banquier pour te rassurer. Ben, lui, il n'est pas là pour te rassurer, il est là pour te donner ce que lui a envie, c'est-à-dire résidence principale, ouvre des livrets d'épargne chez moi, ouvre des assurances vie, des trucs qui me rapportent de l'argent et pas du crédit immobilier locatif. Donc, il ne cherche pas à t'encourager. Maintenant, si on fait le sens inverse, qu'on trouve un projet et qu'on estime par rapport au futur revenu locatif qu'on va avoir, combien on peut emprunter. À ce moment-là, on a une enveloppe déjà qui est plus conséquente. On va chercher un projet, on fait les différentes étapes, on va pas tout voir ici. Ce sera long. Études de marché, etc. On apprend à chiffrer les travaux, on trouve un projet, boum, on sait les optimiser, la fiscalité. On trouve un projet, on obtient une offre d'achat acceptée après une belle négo. On signe le compromis et on va voir le banquier à ce moment-là. Là, c'est complètement différent parce que c'est bonjour, j'ai ce dossier, comment on fait pour le financer? Ou sous-entendu, je me casse, ou je vais voir ailleurs. Mais là, c'est différent parce que là, le banquier en face de toi, il est plutôt en mode bon, quelles sont les solutions qu'on va trouver pour peut-être aller un peu au-delà des 35% d'endettement, sauf que maintenant, le calcul est pris différemment parce que je vais inclure les 1 500 € de revenus locatifs, chose qui n'était pas le cas dans le premier exemple. Mais on peut aller sur des projets plus cool. Ça demande effectivement d'apprendre à savoir jouer au jeu de la banque parce que c'est pas juste monter un bon dossier bancaire. Ça, c'est ce qu'on nous dit sur Internet, mais un bon dossier bancaire, quand on joue au jeu de la banque, aujourd'hui, à nous deux, je pense qu'on a fait plus d'une centaine d'entretiens bancaires. Donc, c'est différent de juste un bon dossier. C'est savoir le pitcher, savoir quels sont les intérêts de la personne en face, comprendre comment l'emmener à penser que ne pas mettre d'apport, c'est effectivement aussi une occasion pour lui de pouvoir me vendre un produit d'appel d'épargne sur lequel je vais pouvoir déplacer mon épargne. C'est toutes ces choses-là. Donc, effectivement, le fait de trouver le projet avant de demander le financement, ça ouvre les portes. Surtout qu'en plus de ça, on le rappelle, mais le compromis, il n'est pas engageant. Ah ouais. C'est qu'en fait, souvent, il y a cette peur où on se dit, mais oui, mais si je vais jusqu'à cette étape et que je vais voir le banquier avec le compromis, imagine, il ne me finance pas, qu'est-ce qui se passe, comment je fais, etc. Exactement. Le compromis, en fait, il n'engage personne, à part le vendeur. Quand je signe une offre, je ne suis pas engagé. Tant que je n'ai pas signé le compromis, en tant qu'acquéreur, je ne suis pas engagé. Tu peux sortir comme tu veux, sans aucun problème. Tu peux. Le vendeur, c'est différent. Lui, à partir du moment où il a une offre d'achat acceptée, il a l'obligation d'aller jusqu'au bout de la vente si ce n'est pas le cas. Il y en a certains qui jouent avec ça d'ailleurs, mais avec une lettre bien salée, accusé réception, le gars est obligé d'aller jusqu'au bout de la vente s'il a signé ton offre. Donc en tant que vendeur, tu es engagé, pas en tant qu'acquéreur. Tu signes le compromis. Encore une fois, tu as 10 jours Tu signes le compromis. Tu signes le compromis, encore une fois, tu as 10 jours de délai de rétractation avant de penser à la suite. Et ça, c'est valable pour l'acquéreur, pas pour le vendeur. Et tu as encore un troisième garde-fou, c'est que si tu mets une clause d'obtention de prêt dans ton compromis, comme on dit à tous nos clients de le faire. Et ça, c'est quasiment une obligation. Enfin, c'est une obligation. C'est une obligation aujourd'hui. C'est hyper simple de sortir du projet parce qu'il te faut seulement 2 offres de financement refusées. Oui, complètement. Tu vas prendre 3 rendez-vous bancaires, tu te présentes en tongs et avec ton t-shirt troué. Je te garantis que tu vas les avoir, tes deux. J'ai l'image. Donc, c'est hyper simple. Tu es engagé en rien en tant qu'acquéreur, si ce n'est que tu risques de faire un projet qui te permette de gagner un peu d'argent. Non, mais complètement. Après, c'est aussi, c'est que ça n'engage pas. Il y a cette fausse peur de l'engagement sur le compromis. Ouais. Et puis aussi, je pense que c'est une question beaucoup d'éducation pas scolaire, mais d'éducation dans le sens où aujourd'hui, en fait, le type de crédit qui est entre guillemets le plus délivré autour de soi, c'est la résidence principale. Et comment est-ce qu'on y va? On y va sans projet, on y va pour demander une capacité et en fonction, on fait le projet, ce qui est la bonne méthode en soi pour une résidence principale.
parce que tu n'as pas de futur revenu locatif, donc c'est OK. Mais effectivement, quand on veut basculer du côté investisseur, investisseuse, qu'on veut faire des projets, ben, les démarches ne sont pas les mêmes. Et effectivement, c'est des exemples qu'on connaît bien, mais par exemple, tu ne travailles pas pareil pour faire 1 milliard que pour faire 1 million. Donc, en fonction de tes objectifs, de ce que tu veux, il y a toujours des actions un peu différentes à mettre en place. C'est clair. Mais je trouve ça intéressant parce que oui, ça revient encore et encore et encore et encore, alors que c'est presque, j'ai envie de dire, le point le plus facile quoi, Ouais. à dépasser aujourd'hui, mais certains bloquent un petit peu. Quoi. Ok, super intéressant. Deuxième question qui nous est... Alors, c'est pas une question qui nous est posée, c'est plus... C'est toujours un peu le même type d'investisseur. C'est très souvent des gens qui n'ont pas encore démarré l'immobilier. Donc, à peu près, souvent, la moitié des personnes qui sont présentes à l'apéro. Et il y a toujours, quand on n'a pas démarré, un arbre d'options qui est gigantesque. On a le choix entre plein de choses dans l'immobilier. On peut démarrer sur plein de choses différentes. Et il y en a beaucoup qui posent la question et qui, même après avoir vu la conférence et avoir discuté avec nous, restent dans une optique achat-revente et qui disent « moi, j'ai envie de démarrer par ça, j'ai envie de faire du cash » et qui emploient des mots comme « j'ai envie de construire mon apport ». Des mots qui nous sonnent différemment chez nous. Et c'est un type d'investissement qui est évidemment complètement différent, qui ne s'aborde pas de la même manière. Et je sais que toi, tu as un avis très arrêté dessus. Qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que tu leur conseilles, sur quoi tu les aiguilles? Et je rappelle évidemment qu'il n'y a pas de mauvais investissements dans l'immobilier. Toutes les stratégies sont bonnes. Elles dépendent toujours des objectifs de chacun. Mais encore une fois, on est sur des personnes qui t'expliquent qu'ils veulent faire du revenu mensuel, qui veulent de la liberté financière. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de mettre en comparaison un petit peu les deux. Comment tu les abordes, toi, ces gens qui viennent avec projet achat-revente en premier projet du coup? Sur ce point-là, moi je suis assez... je dirais que ça correspond à des objectifs précis. Le fait de se constituer un apport avant d'investir, bah déjà, il n'y a pas forcément plus de chances que tu obtiennes un crédit pour une résidence principale, pour faire un achat-revente, si tu as zéro apport versus un projet de résidence locative. Donc ça n'a pas forcément de sens. Maintenant, le fait de se dire il me faut un apport plus gros pour partir sur des projets plus gros, le banquier ne te prête pas plus d'argent si tu as plus de capital. C'est pas ça le calcul. C'est une question d'endettement. Endettement proportionnel à tes rentrées et tes sorties d'argent. Donc c'est surtout ça qu'il faut regarder. Donc aujourd'hui, ouais, on a ce truc d'aller se constituer un apport sur un projet d'achat-revente, mais pour moi, l'achat-revente en ce moment, c'est un peu risqué parce qu'on a quand même connu des baisses de 5-10% là, sur les 1-2 dernières années du prix de l'immobilier. Est-ce que c'est le meilleur moment pour se positionner sur un projet d'achat-revente? Je ne suis pas sûr, alors que l'immobilier locatif s'inscrit plutôt dans le temps. Donc même si on connaît des variations, si on achète bien, on est toujours gagnant à un moment donné. Alors qu'un projet d'achat-revente, bah, tu n'es pas garanti de revendre vraiment plus cher, que le marché va continuer de croître dans les prochains 6 mois, 1 an. Tu vois. On n'en a aucune garantie. Donc il y a ce premier point. Ouais, le prix du bâti évolue beaucoup. En fait, le prix des loyers, il a tendance plutôt à augmenter d'année en année. Ouais. Donc c'est une courbe qui est assez facile à appréhender parce que tu sais que ça fait ça, alors qu'effectivement un bâti, un terrain, bon, bah, c'est un peu plus fluctuant. Tu sais pas trop tu sais ce que tu achètes aujourd'hui, tu sais pas forcément ce que tu vends demain. Quoi. C'est clair. Et puis moi je verrais même beaucoup plus loin que ça. C'est que pour moi c'est une connerie de différencier les deux. C'est une connerie. Pourquoi? Parce que quand tu fais un projet locatif, tu regardes pas juste est-ce que ça va être rentable. Tu l'achètes bien, tu le négocies bien, tu le valorises. Un immeuble, tu vas peut-être diviser un appartement en 2, tu vas peut-être sur une coloc rajouter des chambres, optimiser les espaces. C'est facile quand tu as un projet locatif qui est bien construit de faire une plus-value dessus. Ouais, qui est bien placé, bon emplacement, stratégique, Bien dans sûr. un secteur sous tension. Donc en fait, pour moi, c'est dommage de se dire tiens, je vais faire un projet d'achat-revente et je vais perdre 1 an, le temps de le trouver, le temps de le rénover et de le revendre si j'arrive à le revendre comme je veux, pour aller mettre 20, 30, 40 000, 50 000, 100 000 en plus sur mon compte en banque. Pour moi, c'est dommage en sachant qu'aujourd'hui, avec un projet locatif, tu peux emprunter en mettant peu ou pas d'apport. On arrive à le faire. Les gens nous croient difficilement, mais aujourd'hui, c'est combien de pourcentage de nos clients mettent moins de 1 000 € d'apport sur leur projet? Bah, c'est pas la totalité évidemment, mais une grande majorité, je dirais un bon 80%. Quoi. 80%. Facile, ouais. 80% de nos clients arrivent à mettre moins de 1 000 € d'apport. On en a 10% supplémentaires qui mettent moins de 5 000 € d'apport.
et les autres qui mettent un apport, soit parce qu'ils veulent faire fructifier leur épargne et pas les stocker sur leur compte, soit parce que des fois, c'est des gros entrepreneurs qui ont déjà 300, 500 000 euros sur un compte en banque, 1 million ou un patrimoine de plusieurs millions. Donc à ce moment-là, quand tu es entrepreneur, ça fait sens parfois de placer des fonds de ton entreprise dans l'immobilier plutôt que de te taper l'impôt à les sortir à titre perso. Bah, c'est clair, mais là, c'est des stratégies encore différentes. C'est encore différent, on va pas rentrer là-dedans. Mais donc factuellement, en fait, on va jouer sur les 3 mécanismes d'enrichissement sur les projets immobiliers locatifs, à savoir le remboursement du crédit, le cash flow et la plus-value. Parce qu'un projet locatif, c'est pas un truc que tu achètes, tu gardes 20 ans. Ça roule au bout d'un moment. Il faut faire de l'arbitrage. Peut-être au bout de 3 ans, 5 ans, tu revends certains biens, tu récupères de la liquidité pour partir sur des projets ou pour compléter une partie de financement que tu as eu. Chaque étape, il faut que ce soit rentable, quoi. Ah, mais complètement. Après, j'aime bien parler avec des exemples aussi, mais ça, moi, je peux être que d'accord avec toi parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. L'immeuble que je suis en train de vendre, il m'a coûté en tout et pour tout l'année dernière un peu moins de 130 000 euros. Aujourd'hui, je vais le vendre 180. Donc, entre les deux, 50 000 euros de plus-value, avant impôt, évidemment. Mais aujourd'hui, ça représente plus de 3 ans de loyer. Donc, moi, c'est beaucoup plus impactant puisque l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher aussi que l'argent de demain. C'est plus impactant de le vendre maintenant et de partir sur plus gros. Puis après, tu connais ma situation, je vais très vite développer plusieurs SCI parce que j'ai commencé en nom propre et je bascule et ça, c'est de la fiscalité. Il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, les deux sont possibles et sont même obligés, quoi, parce qu'aucun intérêt aujourd'hui d'acheter un bien. Alors, admettons un bien à 20% de rendement qui te rapporte 10 000 euros par an, si pour dans 2 ans, c'est de vendre avec une décote de moins 40 000 euros. Quoi. Là, tu perds de l'argent, ça n'a aucun intérêt. Et donc, tu peux pas investir n'importe où aussi. L'étude de marché, elle est obligée, quoi. C'est clair. Et les gens sous-estiment la durée de revente aussi d'un achat-revente. Ouais. Parce que tu as 3 mois de compromis pour l'obtenir, tu as 3 mois de compromis à la revente en tant que vendeur à ce moment-là. Entre les deux, s'il y a un petit peu de travaux, avant d'avoir du capital, il va te falloir peut-être 1 an, quoi. Et puis, si tu as mis de l'apport, c'est du capital qui est bloqué longtemps aussi, quoi. Donc, En plus, et tu peux aller aussi vite en faisant un projet à destination locative que tu revends déjà loué, par exemple une coloc. Tu fais un projet de colocation, tu arrives à avoir une bonne renta, 12-13% de rendement comme on fait couramment, tu vois. Derrière, tu vas retrouver quelqu'un qui est chaud de reprendre une coloc louée à 10% de rendement. Carrément. Toi, elle est à 14, tu la revends à 10, tu as déjà fait pratiquement 40% de plus-value sur ton projet. Carrément. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai que les gens ne pensent pas à ce côté un peu. En fait, en France, on est encore une fois, vu que c'est très résidence principale, c'est ancré dans les mœurs de se dire j'achète des mètres carrés et je vends des mètres carrés. La vérité aujourd'hui, c'est que si tu es capable d'acheter des mètres carrés et de revendre un business avec entre les deux cette fameuse valorisation, tu peux refaire les façades, tu peux évidemment refaire les appartements, les meubler, mettre des gens dedans. Mais c'est complètement différent et c'est marrant parce que ça s'appréhende assez peu en ce moment, mais je trouve que c'est en train de changer un peu quand même. Parce que avec tout ce qu'on voit sur Internet en ligne, les gens sont de plus en plus éduqués, pas forcément de la bonne manière en fonction de leurs objectifs, mais ils ont quand même des réflexions plus profondes, ils pensent à plus de choses. Je trouve que c'est un peu en train de changer. Ouais. On va voir sur les années à venir qu'est-ce que ça donne. Ils sont quand même bien bloqués, les gens. Ils sont très bloqués, mais bon, après aussi, tu as ce côté, t'imagines, au début, quand on s'est lancé, tu te souviens du premier appart que tu as fait? Moi, je me souviens de la main tremblante que j'ai eue quand j'ai signé les documents de prêt, quoi. Ah ouais. Tu t'engages sur 120 000 euros dans ta vie. Moi, j'étais étudiant. Les seuls jobs que j'avais fait avant, c'était, tu vois, je travaillais dans des bars, dans des restaurants. Tu fais un 10 euros de l'euro black, tu vois. Donc déjà, quand tu as 100 euros pour toi, c'est un truc de fou. Ouais. Et on te met devant les yeux des papiers et on t'explique qu'on va te prêter 120 000 euros. Alors, entre guillemets, tu n'as jamais été capable de gérer plus de 500 euros, tu vois. Donc, tu as un peu peur, il y a de l'appréhension. Puis en plus, évidemment, quand tu penses 25 ans, moi, je sais que mes premiers investissements, je m'étais dit, mais moi, je vais les garder toute ma vie, tu vois. Alors que j'ai déjà tout revendu aujourd'hui, tu vois. Mais je m'étais dit, je vais les garder toute ma vie. T'imagines, 25 ans avec le bien, etc. Puis après, tu mets les travaux, tu mets ton âme. Enfin, il y a un truc émotionnel. C'est pas facile aussi, tu vois. C'est les points de blocage, je peux les comprendre parce que quelque part, je les ai eus. Après, toi, je sais que c'était différent parce que tu viens du bâtiment, c'est pas pareil. Mais toi, tu l'as pas senti comme ça? Le stylo dans la main, tu te souviens pas d'avoir un peu la tremblote? Moi, ça s'est passé un peu différemment. Je vais pas raconter toute l'histoire parce qu'il y a beaucoup de détails très personnels. Ouais. Mais il s'est passé un truc dans la vie sentimentale. Bref, je vous épargne tout le truc. Un peu pareil aussi. C'est vrai? Bah oui. Mais je t'en parlerai. Non mais vrai débat quand même. Ouais. À quel point, pour nous les mecs,
les challenges relationnels, comme Ah on ouais. va les appeler, c'est déclencheur. Mais déclencheur dans le Souvent. bon ou dans le mauvais, quoi. Ouais, T'as souvent. vraiment, Souvent. Moi, en vrai, j'échange avec pas mal de mecs quand ils quittent leur premier amour, tu vois. Derrière, c'est bon, le masque il est enlevé, on se transforme en monstre, quoi. Ouais. Et moi, je me suis lancé avec ce genre de motivation dans le truc. Et, euh, et moi, j'étais plutôt mort de faim, quoi. Ouais. J'étais affamé. Parce qu'en plus, je sortais d'une période de ouf parce que j'avais été en alternance en tant que menuisier, en apprentissage. Donc, je faisais 6 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Mhm. Et dans ce cas de figure, quand tu es en apprentissage, je bossais beaucoup. Je bossais 39 heures par semaine. Je gagnais 1000 balles, Ouais, tu un fais truc une comme ça. misère, quoi. Toujours, ouais. J'avais besoin de gagner mieux ma vie. Donc, j'avais pris un deuxième job à côté. Je travaillais 15 heures par semaine dans une grande enseigne de restauration rapide Mais dis laquelle, qui dis fait des laquelle. burgers et que vous retrouvez régulièrement proche des ronds-points dans vos villes. Et donc, pour gagner un peu plus chaque semaine. Mhm. Et en plus de ça, les soirs où je bossais pas, j'avais pris des missions d'intérim. Mhm. Tu sais, faire des inventaires intersport, je triais les chaussettes, je faisais des missions d'intérim de merde, Non, mais quoi. on peut le dire, que des tafs passionnants. Ouais, c'était affreux. Donc j'avais des semaines de fou malade et j'ai tenu ce rythme pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, quasiment burn-out. Je pense que c'est ce qu'on appelle un burn-out, mais je savais même pas que ça existait à Ouais, c'est un l'époque. petit retour de bâton, J'ai quoi. 19 ans, je tape mon premier burn-out Ouais. parce que je veux gagner beaucoup d'argent, j'ai hyper faim. Et je comprends, première révélation, super Martin, quand tu travailles plus, tu gagnes pas forcément proportionnellement Mhm. plus. Parce que du coup, mais c'est super mal fait. J'avais ma prime d'activité de 300 balles par mois quand j'étais en alternance. La prime d'activité, elle sautait parce que je bossais 15 heures à Burger King par semaine. Donc, au lieu de gagner 1000 euros en alternance, plus 300 balles de prime d'activité, plus 500 chez Burger King, en fait, je gagnais 200 en plus grâce à Burger King parce que ça m'enlevait la prime. Ouais, non, mais ça, il y a un truc qui est mal fait aussi. C'est C'est désincitatif aberrant, parfois. c'est un truc de Ouais. fou. C'est un truc de fou et donc burn-out, je pète un plomb, je quitte les 2 jobs que j'avais en plus. 2,5. Ouais, 2,5, ouais. Et, euh, et à ce moment-là, ouais, c'est vrai, 2,5, ouais. J'ai Ah, un peu du coup, abusé. ouais. Et du coup, là, je me dis, c'est bon, faut que je trouve d'autres façons Mhm. de gagner. Et je commence par me barrer à l'autre bout du monde pendant 1 mois. Et quand je suis là-bas, t'imagines, mais toi, faites-vous l'idée dans votre tête. Vous imaginez Martin en slip de bain là, à la plage en Nouvelle-Calédonie. Je viens de passer 1 mois là-bas, complètement déconnecté. J'ai pris juste un billet aller et je me dis, ok, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mhm. Et c'est une question que je me pose à 19 ans. Il y en a, cette question, ils se la posent à 40 ans. Mais enfin, je suis ultra reconnaissant de ces galères parce que, putain, j'ai eu la chance de me poser cette question à 19 ans. Ouais, au début de ta vie, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est là le virage. Ok, je vais me lancer dans l'immobilier. Je vais me lancer dans l'immobilier. Mon ex, en plus, je n'en avais déjà pas touché 2 mots. Mhm. Elle me disait, mais non, Martin, Ah ouais. ego, Tant mieux que ce soit ton ex. C'est très bien. je me lance dans l'immobilier. Et je rentre de mes vacances en Nouvelle-Calédonie en genre le 28 août. Mhm. 3 jours après, j'ai trouvé un CDD transformable en CDI en tant que menuisier. Et 7 jours après, je suis déjà en train de faire les visites. Et quelques jours après, j'ai trouvé mon premier appart. Que Ok. j'ai encore aujourd'hui, qui est une super affaire. Hein. Et donc, par exemple, quand tu Mais l'as donc, acheté, quand tu as signé, etc., aucune hésitation, rien, limpide vision. ouais, Ouais. j'avais trop faim. Ouais, mais toi, tu avais cette compétence travaux aussi. Ça, c'est un truc, pour de vrai, je Ouais, suis d'accord avec toi qu'il y a tout l'aspect parce que personnalité, mais ça, toi, tu te dis, non, mais c'est bon, je peux le refaire. oui, parce que j'avais capté ce truc-là en échangeant avec des investisseurs, des marchands de biens T'en pour qui parlais la j'avais semaine bossé dernière, en ouais. tant que Ouais, menuisier. ouais. J'avais capté qu'il fallait faire les travaux. Mais j'avais pas toutes les connaissances derrière, fiscales, Mhm. etc. J'étais un gros bourrin. Hein. J'étais un gros bourrin. Mais de toute façon, ça sert à rien d'avoir toutes les connaissances, quoi. L'action, c'est le mieux. Ouais. T'optimises après. Et donc, j'ai capté qu'il fallait que je fasse faire les travaux. Donc, je suis parti du principe que j'allais faire les travaux. Et effectivement, je n'étais pas inquiet parce que je savais que si ça se plantait, bon, allez, j'allais mettre mon bleu de travail pendant Mais c'est ça. 6-8 Ouais, mois ouais. le week-end et que j'allais pouvoir rattraper le coup.
Donc j'étais pas trop inquiet et il se trouve que effectivement certains chiffrages travaux n'étaient pas optimum au début. Il a fallu que je pose le parquet moi, il a fallu que je fasse quelques trucs. J'ai envie de te dire normal quasiment, Ouais, voilà. presque normal. Ouais. Donc ouais, non, moi j'étais en fait quand je faisais mon premier, j'étais en train de me dire OK, c'est quoi la stratégie pour pouvoir en faire d'autres quoi. Et c'est plutôt sur les suivants moi que j'ai eu un peu plus peur Ah quand ouais? il a fallu que je monte des SCI, que je fasse des projets comme Ah, ça. c'est marrant, c'est marrant, ok. Parce que c'était un peu plus compliqué de lever de la dette quand tu as déjà 500 000 euros de crédit. Hmm. Continuer de lever la dette quand tu gagnes moins de 2 000 euros par mois. J'avais toujours pas un gros capital parce que sur le départ, j'avais fait des petits projets rapidement. Je savais pas trop qu'il fallait pas trop mettre d'apport. J'avais mis Ouais, un ouais, peu ouais. d'apport sur quelques projets qui suivent. Pareil, Donc évidemment. rapidement, j'avais plus trop de liquidité. Et donc voilà, il fallait que je trouve des gens avec qui m'associer pour continuer à lever de la dette. Donc j'ai fait des projets comme ça. Et c'est plutôt là quand on a commencé à parler d'au-delà des 500 000 euros que je me suis dit, OK, bon, on va regarder, on va stabiliser un peu différemment, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on a vraiment le truc inverse. Du coup, moi, Ouais. moi je suis issu de école de commerce, donc très, tu sais, faire des dossiers, des trucs comme ça, c'est la base de ce que j'ai fait toute ma vie en scolarité, quoi. Et du coup, moi, c'est l'aspect au début plus, bah, c'est ça, travaux, gestion, comprendre ce genre d'éléments, etc., que j'avais pas et qui me terrifiaient. Alors que par contre, l'aspect monter des SCI, faire des rendez-vous bancaires et tu vois, faire un grand sourire et aller lever. Moi, cette année, je prévois de lever 1 million, tu vois. Et d'ailleurs, Ça, c'est ok, quoi. ce serait, je pense, hyper intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. Mhm. Tu sais, on a souvent ce discours que je trouve complètement à chier sur les réseaux sociaux. Le discours de les écoles de commerce, ça sert à rien. Faire des grandes études, ça sert à rien. Alors pour le coup, moi, les études, j'en ai vraiment pas fait. J'ai un CAP menuiserie, tu vois, et j'ai un bac scientifique que j'ai passé juste avant. Mais toi qui as été justement en école de commerce, c'est quoi ton feedback là-dessus Oh là là. avec quelques années de recul Franchement, c'est. et sur ton parcours et sur les personnes que tu as connues genre en école de commerce? Ouais, ouais, ouais. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles réussissent bien? Est-ce qu'elles réussissent moins bien? Est-ce que ça leur a apporté des avantages? Ouais, en fait c'est un sujet, mais je pense je pourrais discuter de ça pendant très longtemps. En fait, globalement, moi déjà, je suis quelqu'un, si je remets un peu de contexte, j'ai toujours aimé l'école. Tu vois, je suis très loin du discours de moi j'étais un rebelle, et, bah, pas du tout. Moi j'étais plutôt chouchou des profs, tu vois, je m'entendais bien avec eux. Ouais. J'étais le mec qui avait des bonnes notes sans trop travailler, mais sympa, tu sais. Pas le petit rebelle du fond de la classe qui est insupportable. Moi, l'école, ça a toujours été un lieu de rire. Alors, moi, j'allais à l'école, c'était pour rire avec mes potes et qu'est-ce qu'on arrive, tu vois. Les études, c'était pas trop ce qui m'importait, mais j'aimais bien ça, quoi. Je pars en école de commerce, bon, on passe tous les détails, mais j'arrête. Je pars en Angleterre, je reviens, école de commerce, etc. École de commerce, moi, ce que j'aime bien, ce que j'avais aimé en tout cas, c'est que les profs qu'on avait, en tout cas, du coup, moi j'étais à PSB, Paris School of Business, donc c'est pas les écoles de commerce, tu sais, c'est pas le top, c'est les écoles de commerce payantes où tu vas un peu plus ou moins payer ton diplôme, quoi. Ouais. Malgré tout, les profs et les intervenants étaient d'une très grande qualité. Tu vois, ça, les profs qu'on a eu là-bas, ce qu'ils te transmettent, et c'est des profs qui ont de l'expérience. Et ça a été l'énorme changement par rapport à quand j'étais à la fac, quand j'étais au lycée, c'est que quand ils te parlent de quelque chose, c'est des choses qui ont été appliquées, qu'ils appliquent. J'avais un prof de marketing exceptionnel qui s'occupait en fait du marketing olfactif, par exemple, pour toutes les grandes marques. Et quand il t'en parle, c'est passionnant. Et en fait, il t'explique que quand tu rentres dans un magasin, tous les odeurs, le visuel, il y a des parfums qui sont étudiés pour réveiller des sentiments. Ouais. Les playlists, c'est pas les mêmes en fonction de la journée. De 18 à 20 heures, tu as un type de playlist. De 14 à 18, tu en as un autre. Et tu vas cibler différents types de populations comme ça. Tu prends Hollister, Abercrombie. À l'époque, ils avaient des magasins, tu avais une lumière hyper forte, c'était tout noir et tu avais juste des spots qui éclairaient à fond les vêtements, tu vois. Et lui, il avait participé à ça, il avait fait partie de ceux. Et donc là, c'est hyper intéressant. Ce que tu en retires, c'est hyper intéressant. Mais ça, c'est 5% du temps. Parce que le reste, c'est comme dans tout, ils ont un programme, ils suivent des choses. Et putain, pendant 3 ans, tu fais des pestels et tu fais des SWOT, tu sais, opportunités, menaces, faiblesses et tout machin. Je veux dire, ça, c'est nul. Et en fait, ce qui est dommage en école, mais comme dans toutes les études, c'est qu'en fait, au final, tu aurais accès à des ressources hyper intéressantes. Mais en Ouais. fait, comme dans tout, on veut formater ces ressources-là. Donc, en fait, quand tu sors de là, tu n'es qu'une personne moyenne parmi tant d'autres, destinée à faire, au final, des choses moyennes, parce que tu as des compétences moyennes, tout le monde a les mêmes compétences que toi. À valoriser, c'est très, très dur. Et aujourd'hui, le marché du travail, c'est un marché de l'offre et la demande, quoi. Ouais. Donc, si tes compétences, elles sont bof, tu peux espérer avoir un truc bof, quoi. Et par exemple, tes potes qui sont sortis d'école de commerce,
quelques années après, ils en sont où? Alors, moi, déjà, j'ai beaucoup de potes. Moi, j'ai des potes de tous les âges. J'ai vraiment des potes qui ont 70 ans, des potes qui ont. Bon, j'avais peut-être pas 9 ans non plus, tu vois, mais, mais tu vois, j'ai eu des potes beaucoup plus jeunes aussi, parce que, je sais pas, des potes de potes, des petits frères d'amis, etc., qui sont vraiment devenus des amis, tu vois. Mais sur des générations un peu plus avancées, moi, je les voyais sortir d'écoles de commerce ou de fac, de master, de choses comme ça, les grands frères d'amis, des choses comme ça. Et encore aujourd'hui, je trouve ça effrayant de se dire, j'ai mis 5 ans de ma vie. Mais 5 ans, c'est même pas ce que j'ai mis encore pour en arriver là où je suis, qui est aujourd'hui une bonne position. Mais tu vois, moi, je considère que c'est que le début et je vois la courbe de progression qui est infinie devant moi, tu vois. 5 ans, et parfois ils te disent, ouais, alors tout n'est pas qu'une question d'argent évidemment, mais je gagne 1 700 € par mois. Tu vois. Juste ce fact, je me dis, c'est pas possible. Tu peux pas, genre, te dire, je mets 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que tu mets 5 ans dans n'importe quel business pour toi. C'est évidemment une phrase qui est très facile à dire, mais c'est la vérité. Tu mets 5 ans dans un business pour toi. Avant les 5 ans, je te garantis que tu fais 2 fois, 3 fois ça, quoi. Et Ouais. dans l'immobilier, c'est ça. Tu mets 5 ans d'effort dans l'immobilier. Franchement, qui en 5 ans en immobilier ne peut pas faire 3 000 – 4 000 € par mois, quoi. Ouais, bon, en prenant en compte qu'il y a quand même 90% des boîtes qui ferment au bout de 3 ans, hein. Évidemment, Mais si tu es évidemment. résilient et que. En vrai, je me suis aperçu que entreprendre, tu sais, c'est beaucoup résister. Bah, c'est quasiment que ça, résister à la fatigue. C'est résister parce que tu as toujours des challenges quand tu es entrepreneur. Tu sais, j'allais dire chaque semaine, c'est une nouvelle aventure, mais en réalité, c'est chaque demi-heure, c'est une nouvelle aventure. C'est clair. Parce que faut pas chercher la sécurité, la stabilité quand tu es entrepreneur. C'est chouette de l'avoir créé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois, euh, on prend souvent les personnes qu'on a accompagnées pour exemple, mais tu vois, je repensais, on discutait tout à l'heure de Ophélie. Hmm. Ophélie, maman solo, 2 enfants, elle avait un crédit avant parce qu'elle avait racheté un terrain familial, pas trop d'épargne. Boum, elle se lance dans les projets immobiliers. Et, euh, et donc maintenant, ces gosses, tu vois, ils la voient comme une investisseuse. Ouais, ils nous en parlaient, c'est trop mignon. Tu sais, Elle c'est disait, ouais, ouais, c'est transformationnel. ça. Et derrière, bah, quand tu as ce genre d'expérience et que tu te dis, bon, allez, j'en ai fait un premier, et maintenant, elle commence à voir plus grand et elle démarre pour faire un immeuble de rapport, bah, ça change parce que elle a un job, etc. Elle voit la valeur qu'elle est capable d'apporter dans l'immobilier. Et derrière, bah, elle commence à se dire, tiens, si je faisais des choses un peu plus pour moi, quoi. Bah, c'est clair. Mais donc, moi, je trouve ça trop cool parce que pour rejoindre le début de mon propos, c'est que quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas chercher la stabilité dans ton activité parce que bah, c'est justement quand tu deviens à l'aise avec l'instabilité que tu atteins plus de résultats et que tu vas plus loin. Mais le fait d'avoir une forme de stabilité et de sécurité grâce à l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est ta retraite en tant qu'entrepreneur, mais en tant que salarié, c'est ton complément de revenu. Donc, il y a une transition à faire à un moment donné aussi. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ça. Ben, derrière, tu te sens plus libre de prendre des risques parce que tu n'es pas dépendant des résultats ou des échecs de ces risques parce que tu as ton à côté, quoi. Ouais, 100%. Tu me Et dis, ça rate, et c'est pas là, grave, j'ai derrière, 2 – 3 000 € qui tombent tous les mois. mais C'est c'est bon. clair. Tu vois, Stallone, c'est. Je prends l'exemple de Stallone. Alors, son vrai prénom, hein, pour ceux qui se demandent, son père est fan de cinéma. C'est un menuisier qui, pareil, voulait lancer sa boîte. Il voulait lancer sa boîte, mais bon, tu dois à chaque fois. Tu dois acheter beaucoup de matos, tu dois investir beaucoup au début avant de trouver des clients. Il se passe du temps. Et si tu dois te verser un salaire depuis ta boîte, tu veux te verser 2000, ça C'est coûte quasiment 3005. x2, quoi, ouais, c'est ça. C'est lourd. C'est lourd. Bah boum, projet IMO, son entreprise, elle a pété, quoi. Et Son ça, entreprise, elle a explosé. Elle a explosé. et ça c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Ça me fait. En vrai, c'est pour ça que je suis à IMO Bah, Evolution. évidemment, c'est aussi C'est gratifiant pour de te ça. dire, putain, ils peuvent faire des trucs, ils peuvent lancer des choses. L'immobilier, c'est pas une fin en soi. Pour beaucoup, l'immobilier, d'ailleurs, c'est un moyen Ouais. et pas une fin. Là où parfois d'autres business, c'est plutôt une fin, quoi. C'est vrai qu'on met beaucoup en avantage les résultats financiers. Mhm. Mais les résultats en termes d'impact dans la vie derrière, Bah, c'est ce qui est plus fort encore, C'est quoi. ce qui est le plus fort. Et puis, c'est vrai qu'il y a tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Il y en a qui te disent, tu vois, je pense Charlotte qui dit, moi, je veux investir, faire des sous parce que je veux voyager. Moi, j'aime voyager et le but pour moi, c'est pas de bâtir un empire, c'est d'avoir, hop,
petit complément, tu vois, ça me paye des billets d'avion et puis je pars ailleurs, tu vois. Et au contraire, il y en a qui veulent faire des trucs fous, mais de toute façon, tout le monde s'y retrouve parce que l'immobilier, c'est un marché qui est très très fragmenté. Et d'ailleurs, j'ai mis au point, tiens, je vais la tester aujourd'hui, j'ai mis au point une analogie de l'immobilier en France et dans le monde. Vas-y. En gros, dans le livre que je dis, tu sais, là, les titans de l'immobilier, ils expliquent qu'en fait, l'immobilier, ce qui est génial avec ça, c'est que c'est un business qui est très fragmenté. Donc, par exemple, et je prends souvent cet exemple, tu veux acheter, il y a une crypto-monnaie qui sort à New York, en fait, elle sort dans le monde entier, que tu sois au Japon, à Londres, à Paris, tu l'achètes, il n'y a pas de problème. Tu es en concurrence, entre guillemets, Hmm. avec le monde entier. Même s'il n'y Ok. a pas de concurrence, mais tu vois l'idée. Tout le monde peut y aller, quoi. Ok. L'immobilier, a priori, un investisseur de New York, il va peut-être pas venir acheter un immeuble à Biarritz, Ouais. tu vois. C'est loin de chez lui, il connaît pas, si le secteur il n'y est jamais allé, ça n'a aucun intérêt, il n'est pas sur place. Ce qui fait déjà que l'immobilier, c'est quelque chose de très local. Donc déjà, tu limites la concurrence, entre guillemets, à quelque chose de plus proche de toi. Et en plus de ça, Ok. tu as différents types d'investissements. C'est-à-dire que l'investisseur qui a déjà 1 million de patrimoine et qui est là pour y aller, pour faire un empire, tu vois, a priori, il va pas s'attaquer à un petit appartement pour de la colocation. Et donc ça permet à tout le monde d'avoir sa chance. Et je le vois beaucoup comme des places de parking, en fait. L'analogie que j'essaie de développer dans ma tête, c'est ça. Ah ouais, ceux qui se garent à un endroit pendant un temps, bah, au bout d'un moment, ils finissent par partir. Ils et il y en a finissent deux par qui peuvent partir, ils récupérer. laissent leur place. Ouais. Il y a aussi une histoire de timing, parce Je que comprends l'analogie. évidemment, le timing, si tu te dis, je veux aller à la plage, je veux aller à la Côte des Basques, mois d'août à 14 h, bon, bah, tu sais que ton timing, c'est tout à fait possible de trouver une place. Je ne dis pas le contraire, je l'ai déjà fait, tu vois. Mais peut-être que tu vas tourner un peu, tu vois. Peut-être qu'il faut. Tu vois l'analogie où je veux en venir ou pas? Mais peut-être qu'il y a 300 000 touristes Ah qui sont là ouais. en même temps et que Quel- ce sera plus compliqué. Quelle horreur. Mais Ouais. tu vois, peut-être que tu tournes un peu, etc. Et là, la chance va peut-être un peu plus jouer que la technique, tu vois. Bien sûr. Par contre, demain, tu vas, je sais pas, au Sable d'Or à Anglais, t'es en plein mois de décembre, à 7 h du matin. Bon, bah, tu vois, tu choisis mieux ton timing. Et ça, c'est un peu l'étude de marché, tu vois. Mm. Tu as un meilleur timing, tu comprends qu'en été, ça va être blindé. Toi, tu viens de positionner en hiver, tu sais qu'il y a de la place, tu y vas, tu vois. Et en soi, des places de parking, il y en a partout dans le monde. Mais encore une fois, celui à New York va pas venir te chercher une place à Biarritz, tu vois. Donc, ça reste un truc local, ça tourne. Tout dépend aussi du timing de l'étude que tu fais. Mais en fait, il y en a pour tout le monde. Et dans ce sens-là, il y en a pour tous les objectifs. Et Et c'est donc- pas qu'un truc de glouton, qu'un truc de. Et Tout le donc, monde peut le faire. investir en immobilier serait comme l'histoire de places de parking. Quand il y en a qui partent, il y en a d'autres qui peuvent prendre la place. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, celui qui a bien profité d'une place pile côte des Basques, peut-être que demain il veut se mettre un peu au vert dans les Landes, tu vois. Ok. Donc il sort, il s'en va parce qu'il en a marre de ce coin-là, etc. Il y a plein de raisons en plus, tu vois. Mais voilà, bonne analogie ou pas? Ouais, pas mal. Ok. Mais je pense que ce serait intéressant. Je vous donne un défi dans les commentaires. Formulez-moi cette analogie, genre en une phrase qui claque. L'immobilier, c'est comme les places de parking. Faut trouver un truc Faut un comme truc ça. plus court que Ouais. ça. Ça c'est trop. Mmh. C'est trop long, quoi. Là, il y a un texte explicatif. Ouais. L'analogie est incroyable. Hein. Je comprends très bien le truc. Vas-y, faut qu'on crée une On citation. trouvera un truc. Vas-y, faut qu'on crée une citation. Ah, ce serait énorme, tu sais, que ça se développe et que ça se diffuse dans tout l'écosystème. Donc, tu sais, l'immobilier, c'est comme des places de parking. Ça deviendra un exemple, quoi. Non, mais c'est cool. Mais ouais, j'y pensais un peu quand je lisais ce livre. Bon, on s'est pas mal écarté. Ouais. Je réfléchis à l'heure qu'il est, surtout. On a largement le temps. Il y a un autre sujet rapidement qu'on peut traiter aussi, qui nous est beaucoup amené pendant les apéros. Ça, c'est plus le sujet, je dirais, de l'autre moitié. En apéro, on a une moitié de personnes qui ont pas investi ou mal investi, donc petite surface, qui ont juste leur RP, etc., ce qui est déjà très bien, tu vois, mais qui sont vraiment au début de leur parcours. Et puis on a souvent l'autre moitié, qui sont des investisseurs, investisseuses un peu plus aguerris, qui ont déjà 1, 2, 3 immeubles de rapport. On a eu la dernière fois une personne qui avait 12 lots, par exemple à Montpellier, tu vois, des investisseurs un peu plus avancés, et eux, systématiquement, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme toi, quand tu es rentré dans la phase bourrinage action, ils y vont à fond, mais ils oublient au bout d'un moment de prendre un élément en compte, qui est la fiscalité. Et donc, c'est évidemment OK de se lancer sans fiscalité, tu vois, mais il y a un moment où il faut y réfléchir, et eux, ils attendent d'être bloqués, ce qui est tout à fait normal, tu vois, ils bourrinent, ils sont bloqués, ils n'y arrivent plus, et là, c'est le drame. Ils savent pas comment faire, ils sont paniqués, ils comprennent pas les solutions qu'ils ont devant eux, et ils sont tout le temps, j'entends 35%, 35%. La fameuse norme de l'HCSF. Ouais. Qu'est-ce qu'à eux tu leur réponds? Comment tu les aiguilles quand ils te posent ce genre de problème, par exemple? Donc, problème de fiscalité et de financement, alors. Bah, non, la fiscalité, c'est la racine du problème. Le problème, c'est 35%, je peux pas aller chercher plus loin, je suis bloqué. Souvent, c'est ça qui est mis en avant. Ouais, je suis bloqué. Moi, je crois qu'il n'y a pas trop d'investisseurs bloqués. Hein. Ouais, moi aussi, évidemment.
Mais On le sait, mais qu'est-ce qu'à eux tu leur dis quand ils t'expliquent bah, ça? il faut qu'ils pètent ce blocage parce que tant qu'ils l'auront, ils resteront là-dessus. Mais l'idée, c'est de regarder, prends des exemples en fait. Prends des exemples de personnes qui sont allées au-delà des 35% d'endettement. Moi, je suis allé jusqu'à 80% d'endettement quand j'étais menuisier, salarié. C'est possible. Il faut juste regarder comment ils ont fait. Mais il n'y a pas d'investisseurs bloqués. Pour moi, ça, c'est des conneries. Bah non, parce que C'est des sinon, conneries, c'est juste qu'ils n'ont pas les solutions pour aller plus loin. Mais les investisseurs bloqués, ça n'existe pas. Il y a toujours des solutions. Tu revends, tu coupes des branches pour faire pousser le tronc plus vite. Je ne vais pas redonner toutes les solutions, mais à chaque fois, c'est les mêmes. Ces gens, il faut qu'ils, putain, soyez plus grands, quoi. Merde. mais tu penses pas qu'il y a cette fibre entrepreneuriale aussi qui manque peut-être parce qu'il y a investisseurs et investisseurs entrepreneurs, tu vois? Bah, si aujourd'hui ton cercle d'influence sur l'immobilier, c'est ton voisin Patrick qui a acheté 2 studios et ta tante qui a eu les toilettes bouchées et qui t'explique que son locataire il a eu du mal à payer le loyer pendant 6 mois et qu'elle a dû revendre son bien, ouais, effectivement, reste bloqué là-dessus, quoi. Moi, j'ai envie d'accompagner les gens qui vont un peu plus grand, quoi. Ouais, c'est clair. Mais d'où l'intérêt d'avoir un entourage, une communauté, enfin, des gens qui vont dans la même direction, quoi. Rencontrer du monde, faut aller rencontrer du monde, faut aller pousser les bonnes portes, faut s'entourer. Et c'est pour ça qu'on a créé cette espèce de mastermind sur nos programmes Fast and Building, là sur 18 mois. Ils sont qu'entre personnes qui ont la dalle, qui sont là pour aller chercher entre 2 et 5 000 euros de bénéfices par mois sur leur projet locatif. Ouais, on va les mettre un week-end ici tous ensemble et quand Ok. t'es avec des grands esprits, bah, tu grandis, quoi. Bah ouais. Toujours. Bah ouais. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que bon, bah, c'est un problème qui est souvent rapporté. Moi, je sais plus quoi répondre dans ces cas-là parce que des solutions, en fait, il en existe tellement. Ils attendent souvent une réponse. Non, mais ils attendent souvent qu'on leur confirme que oui, ils sont bloqués en fait. Quand ils viennent nous voir, ils sont dans cet état d'esprit de oui, je suis bloqué. Ouais, c'est T'as beau vrai, leur donner. c'est vrai qu'il y a de ça un peu. Ouais. Tu sais, c'est un peu pour déculpabiliser. Ah, c'est exactement comme celles et ceux qui te disent, oui, alors du coup, moi, tu sais, ils viennent pour que tu leur confirmes. En fait, ils veulent que leur projet soit confirmé. Oula, je formule très mal. On rappelle qu'on a plus de 70 heures cette semaine. On est un tout petit peu fatigué, ok? Mais c'est comme ceux qui viennent, ils veulent que tu leur confirmes leur projet pourri. Moi, j'en ai eu une à Toulouse qui vient me voir, qui me dit oui, alors moi, ce que je veux faire, c'est vraiment, j'ai compris hein, la conférence, hein. J'ai compris. Ça commence très mal. Il n'y a pas une expression en américain qui dit le canard qui crie ou un truc comme ça là. Le canard, non, c'est le poulet qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est un truc où elle te dit, elle me dit, j'ai compris, vraiment, j'ai tout compris, hein. Oh là là. Mais je veux faire une petite surface en centre-ville. Alors, je comprends, tu vois, c'est plus proche de toi, c'est plus facile à appréhender, les travaux, etc. Machin. Je dis, alors moi, ce que je lui réponds tout à fait naturellement, je lui dis, mais écoutez, madame, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Investir en plein centre-ville, c'est une très bonne idée. Maintenant, c'est plus du patrimonial. Le rentable, ça n'existe pas, sauf en courte durée. Mais ça permet pas d'enchaîner, etc. Donc, effectivement, c'est bien plutôt pour du patrimonial, quoi. Et là, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, non, mais moi, ce que je veux, c'est faire ça, mais gagner de l'argent. Je dis, mais oui, d'accord, mais alors du coup, on a fait une conférence, là. On vient de mettre en avant des sujets. Vous avez compris que c'est pas possible. Elle me dit, oui, mais c'est quand même ce que je veux faire. Mais tu sais plus quoi faire, quoi. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner une vis, un marteau et tu vas essayer de l'enfoncer. Ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Et en fait, elle s'attendait, ce qu'elle voulait. Et elle m'a tenu pendant 5 minutes et puis j'ai dû m'enfuir, quoi, parce qu'on avait 100 personnes qui étaient là avec qui il fallait que je discute, tu vois, qui étaient venues pour ça aussi. Mais elle m'a tenu la jambe pendant 5 minutes et ce qu'elle voulait profondément, c'est que je lui dise, madame, c'est ok, c'est possible, allez-y. Tu vois. Et je trouve ça fou d'être hyper bloqué comme ça, de pas réussir à se défaire d'un schéma qu'on a, de pas se dire, ok, là, pas j'ai eu tort, mais l'option est pas bonne. On change, tu vois, on adapte par rapport à l'objectif, ou alors tant pis, je change mon objectif, etc. Mais je trouve ça fou d'être canalisé comme ça. Et donc parfois, le point, c'était qu'il y a des trucs comme ça, je ne sais pas quoi répondre, quoi. Et sur l'endettement, c'est pareil, je suis bloqué, bah ouais, c'est ça, débloque-toi, quoi. Tu vois, le conseil, c'est débloque, quoi. Enfin, des Commence solutions. par débloquer là avant de. Des solutions, il y en a des milliers, tu t'associes, tu vends, t'arbitres, tu peux racheter des boîtes pour lever de la dette avec les boîtes. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, mais ça implique, je trouve, ce côté un peu entrepreneuriat, penser différemment. Et c'est vrai que parfois. Mais même pas entrepreneur, juste investissement, c'est regarder plus grand. Regarder plus grand et ça, ben, malheureusement, il n'y a personne qui peut le faire à la place de ceux qui se sentent bloqués, quoi. Ouais. Ça part de toi, tu vas atteindre des grands objectifs, mais tu m'expliques que voilà, t'es lassé sont trop court pour faire un double nœud, tu vois, fais un simple nœud et commence à courir, quoi. Ouais, mais là, après, on rentre dans des sujets qui sont différents. Mais c'est vrai que je regardais encore une vidéo de Bob Proctor, là, il n'y a pas longtemps. Mais c'est pour ça que moi, je suis trop fier d'accompagner les gens
Bah qu'on a déjà, sur c'est le des gens point. en plus, on en parlait, c'est souvent, T'imagines? il y a souvent un point commun, c'est, je sais pas, un petit grain de folie, un petit truc de, tu sais, se jeter dans l'inconnu, être prêt à faire ça, tu vois. Tu prends Jeanne qui est Ouais. militaire, bah, il saute en parachute à 5 heures du matin. Tu vois, il y a un lien avec l'immobilier, tu vois, il se jette dans le vide, il y va à fond. Et en soi, j'ai l'impression que 99% des gens avec lesquels on bosse, c'est ça, quoi. Il y a quand même ce facteur commun. Et parfois, au Mais que premier je abord, crois, tu te dis pas, mais j'ai la profonde conviction que tout le monde pourrait le faire si euh, ils s'autorisaient à transformer un peu leur rêve en objectif. ouais, mais Parce ouais, que tu sais, je te prends un truc très simple, ouais. c'est que déjà 95% des gens n'ont pas écrit leur objectif ou leur rêve sur le Mais papier. c'est ça que je voulais dire avec Bob Proctor. Ouais. Étape numéro un, Bob Proctor le dit super bien, comme Kevin Trudeau Ça peut le dire multiplie par également. c'est scientifiquement prouvé. Tu as 42 fois plus de chances d'atteindre un objectif écrit qu'un Ouais. objectif pas écrit. Et ça a été prouvé, études menées sur des universités où on a fait faire ça à des étudiants et on les a repris des années après. Et cette étude a été faite, Ouais. refaite. Mais tiens, 42. je vous propose un truc très simple. Si peut-être aujourd'hui vous vous sentez un peu dans ce profil, un peu, peut-être vous avez l'impression qu'il y a des blocages, vous voyez des gens réussir fort sur Internet, vous dites mais moi je me vois pas faire plus que ça parce que je me sens pas. Et pourtant que c'est un truc qui vous attire. Si vous avez envie d'aller au-delà de ces limites, commencez par l'écrire. Mais que vous soyez bloqué ou pas d'ailleurs, hein, si vous avez déjà acheté 5 immeubles et que pareil vous pensez que vous avez un blocage pour aller au-dessus, commencez par écrire cet objectif. Vous le marquez au présent sur un bout de papier et tous les jours vous commencez par lire ce bout de papier, mais pas juste le lire, faut que vous le ressentiez à l'intérieur de vous. Quand vous commencez à faire ça, ça se rapproche de vous. Et ensuite, il y a d'autres trucs. Je veux pas vous faire une leçon de développement personnel, mais il faut que vous commenciez à vous rapprocher de cet objectif en y croyant. Et pour y croire, bah, il faut influencer son subconscient tous les matins. Quand tu te réveilles, ton cerveau, c'est là qu'il est le plus influençable. Et si tu commences par faire tomber la goutte d'eau tous les jours, bah, au bout d'un moment, le caillou il finit par se trouver et tu commences par aller et tu commences par aller chercher plus loin, quoi. Et tu sais que c'est dommage parce que si on était à la maison, je l'aurais sorti. Mais moi, genre, donc du coup, moi, j'ai, comme toi, un peu avancé, j'ai des projets, j'ai commencé à faire un petit peu d'argent, etc. Mais là, en août, j'ai réécrit mes objectifs toutes les semaines pendant 3 semaines. Ouais. Et j'ai un petit, pas classeur, un porte-document, là, je sais pas quoi, et je les ai Ouais. datés. Et je date, et j'écris. Au fur et à mesure, j'affine, tu vois. Et je fais toujours attention à ce que l'objectif soit, il faut que j'ai un tout petit peu d'inconfort. Hmm. Il faut que je me dise, non, c'est pas possible. Et tu sais, enfin, cette histoire, elle est folle, mais tous ces trucs-là, moi, j'ai commencé à les mettre en place. Et quand tu commences à le faire, tu as toujours au fond de toi ce truc de, c'est ridicule. C'est ridicule et c'est n'importe quoi. Tu vois, genre, c'est pas réalisable, c'est pas visible ce que je suis en train d'écrire. Quand j'ai commencé, j'avais un tableau quand je vivais à Paris. Et sur ce tableau, avant, donc moi, j'ai déménagé à Biarritz pour faire de l'immobilier. Sur ce tableau, l'une des dernières choses que j'ai notées, et j'ai pris une photo, faudrait que je te la retrouve parce que cette photo, elle est dingue. Donc, j'ai encore jamais rien fait en immobilier. J'ai suivi une pauvre formation qui apprend rien. J'ai aucune connaissance, j'ai aucune compétence. Je quitte les études et je rate mon diplôme à un crédit ECTS parce que je rends pas un document un peu à la con. D'ailleurs, PSB, vous êtes vraiment une belle bande d'enfoirés. Merci beaucoup. Et je me casse à Biarritz, mais vraiment, je me jette dans l'inconnu. Avant de partir sur le tableau, j'écris, je veux un immeuble de rapport à 150 000 euros, 5 appartements, 15% de rendement minimum. Et j'écris ça très simplement sur le tableau, avec plein d'autres éléments, etc. Machin. Et il y a un moment, mais je te jure, ça m'a presque ça m'a foutu les boules, tu vois. Donc en fait, l'histoire, bah, c'est que je fais un immeuble, 130 000 euros, un peu moins cher, 17,1% de rendement brut, 4 appartements, une maison. Donc c'est-à-dire que sur tous les points, c'est mieux. Le nombre de biens, le prix d'achat, la rentabilité. Ça, c'est mon premier projet. Et je reviens à Paris. Euh, Ce tableau, il était dans mon bureau qui était au sous-sol, donc c'est pas un endroit où j'allais beaucoup. Et je reviens à un moment, je descends. Et là, je sais pas, je tourne les yeux. Tu sais, j'avais tous mes vision boards, etc. Machin. D'ailleurs, où il y a ma montre dessus, par exemple, tu vois, aujourd'hui. Et je tourne les yeux. Je relis un peu, au milieu de toutes les écritures un peu bordéliques, ce que j'écris. Et là, un espèce de. Je dis putain, mais j'avais écrit ça, moi. Et je m'en Hmm. souvenais pas, tu sais. Et je m'en souvenais pas. Et je me dis, mais attends, mais t'as fait mieux que tout ce que t'avais prévu, quoi. Ouais.
Et je me dis, merde, j'aurais dû juste écrire plus. Tu vois, genre, je lis ça, je me dis, putain, mais j'aurais dû mettre que je voulais du 20%, que je voulais un immeuble à 50 000 et que je voulais genre 50 appartements, tu vois. Mais juste, et ça, Les gars, c'est tellement fou. et ça m'a, tu vois, Moi, je ressortirai la photo, je l'ai pris en photo, elle est folle cette photo. Et alors moi j'ai un autre truc, mais pareil. Moi j'avais des vision boards, effectivement, je marquais mes objectifs aussi, Ouais. et je me foutais des photos dans Oui. mon premier appartement. Mais gars, quand j'ouvrais Ah, la je sais porte, ce que tu vas dire. quand j'ouvrais Ouais, la porte du frigo, j'avais une photo d'un. Ah, c'est hyper drôle ce que je raconte. J'avais une Attends, photo. juste déjà, pourquoi dans le frigo? Mais parce que Parce que j'ouvrais tout le temps le frigo? Non, parce que tous les matins, quand Ah je ouais. suis fatigué, j'ouvrais et j'allais me verser mon lait dans ok. mes céréales et que c'était ça faisait partie Ah, des c'est premiers marrant, trucs c'est que marrant je comme regardais. emplacement. Mais j'avais une photo pareil dans mes toilettes en face, mais Ouais, j'en ouais. avais partout. J'avais une photo que j'avais trouvée sur internet, tu voyais que le gars c'était un banquier qui était en train de serrer la main de quelqu'un. Oh, j'ai la J'avais même photo. J'avais coupé la tête du banquier, j'avais mis ma tête à la place. Ouais, ouais. En mode, c'est moi qui impose les conditions. Ok. Et ma gars, à partir du moment où j'ai mis cette photo, je te jure, j'allais braquer les banques. Ah, Quand tu sais que quand c'est j'allais faire mes exceptionnel. entretiens. Quand je remonte à Paris le 20, je vais prendre en photo le vision board et j'ai la même photo d'une poignée de main. C'est vrai. En mode, je te la prends en photo. J'ai Est-ce qu'on n'a ça, pas la même. j'ai ça, c'est possible, j'ai ça. J'ai une salle de conférence parce que moi, j'adore tout ce qui est speaking, etc., machin. Ouais. J'ai un côté vacances, un côté argent, évidemment. J'ai par exemple la montre, tu vois, qui était la montre de mes rêves à laquelle j'ai pensé pendant 5 ans. Ouais. J'avais des trucs un peu nazes en vrai, genre une voiture et tout. Alors qu'en vrai, ça, j'en ai rien à faire. Et même des montants, même les montants, tu sais. Les montants, combien je gagne. photoshopais mes comptes en banque. J'ai une Ouais. photo de mon compte en banque avec 500 000 euros dessus et je photoshopais ça et je le mettais sur le vision board pour chaque fois que je bossais. J'avais en face de moi mon compte en banque avec 500 000, 500 000, 500 000. Ouais. Compte crypto-monnaie, je l'avais mis à 150 si je me souviens bien. Mais c'est dingue. Tu sais que ça me donne envie d'en je vais en refaire. Faut que j'en refasse un. Là. Ouais. Parce qu'en fait, le On problème, en c'est que parle, du coup, on est en train de se réexciter. parce que du coup, le problème, c'est qu'on a déjà atteint trop de trucs sur ça. Et en fait, là, faut juste qu'on en refasse parce que c'est. Mais c'est tu trop sais bien. quoi? Et j'en discutais avec Lita. Ouais. Donc Lita, ma compagne. Elle se rappelle d'un truc que j'avais marqué sur mon vision board parce que je l'avais en grand format. C'est un Ouais. paper board grand format que j'ai posé dans la chambre. Donc elle le voyait aussi Tranquillement. tous les Et elle, jours. tous les matins, elle se lève. Mais mec, sur ce truc-là, je m'étais marqué un premier objectif, Mhm. tout compris entre les projets IMO, les projets entrepreneuriaux que je faisais à côté, etc. Je te parle de ça, c'était il y a 4 5 ans. Il y a 5 5 ans. ouais. J'ai commencé l'immobilier en même temps, j'entreprenais, je faisais Bah des oui, trucs à côté. ouais, c'est un peu ça, ouais. Premier objectif, je m'étais mis, je veux faire 10 000 euros par mois d'ici 1 an. Et ben gars, je faisais 10 000 euros par mois 1 an après. Oui. Deuxième objectif, je veux faire 100 000 euros par mois Mhm. d'ici, je ne sais plus le temps que j'avais marqué sur le truc. Et ben gars, objectif atteint aussi. Daté, chiffré, toujours, évidemment. Daté, chiffré. Mais c'est trop puissant. Mais faites cet exercice, vous allez voir, ça change la vie. Parce que les choses, Vous commencez, quand vous le faites avec répétition, ça vous transporte. C'est un truc de fou parce que vous passez d'un niveau de fréquence énergétique de peut-être aujourd'hui j'ai un niveau financier qui me correspond pas trop, etc. C'est des niveaux de fréquence, je dirais. Basé sur le manque, quoi. Ouais, et puis c'est des fréquences basses, des Basses. fréquences normales. Mais quand vous commencez à voir plus grand, il y a un truc qui vous aspire quand vous faites cet exercice, votre niveau de fréquence Mhm. augmente. Et j'ai lu un truc, et c'était, je crois que c'est dans un enregistrement de Kevin Trudeau que j'ai entendu ça. Le gars, il dit que... Très bon truc, d'ailleurs, les 14 CD. Ouais. Allez-y à fond. Le gars, il dit que quand tu es aligné entre tes pensées, tes actions, et les gens, ce qu'ils oublient de voir, c'est que entre les deux, il y a le côté psychique, émotion, ressenti. Quand tu penses, quand tu as les bonnes pensées, que tu fais les bonnes actions et que tu es aligné en termes de ressenti, c'est comme si chaque heure que tu travaillais, c'est comme si tu étais en train de travailler 200 heures à fréquence normale. T'imagines? Donc, x 200. Fois 200. Donc, ça veut Fois dire 200. que... Et toi, tu considères que c'est ça aujourd'hui? Bah ouais. Okay. Donc, 70 x 200? Ouais. Regarde, si j'étais, par exemple... 70 x 200, ça fait 700. Ça fait 7000. C'est comme si cette semaine, tu avais travaillé 14 000 heures. Ouais. Là, ça me paraît beaucoup, quand même. Ben, ouais, mais si tu veux, il y a des résultats visibles et des résultats que tu vois différés, mais C'est clair. moi, ça me semble pas déconnant.
Mais franchement, je pense que Et si à un moment regarde, on on a du fait la temps, même chose. ouais. Imo Évolution, Mm. en plus de ça, les services fourniture de meubles, les autres trucs qu'on est en train de backstager là, derrière. Tout ça, N'en dis pas trop. tout ça, tu le fais en mode travail, en mode on est en train de ramer, en mode Mm. oh, j'ai fait une super grosse journée de travail aujourd'hui, qu'est-ce que je suis fatigué, demain, oh, j'ai encore tout ça à faire. Bah ouais, gars, ça marche pas. Mais alors, tu fais la même chose avec l'excitation. dont on est, je pense que vous devez le sentir quand on en parle, c'est obligatoire. Mais quand tu le fais avec ce niveau, cette fréquence d'énergie, ça vient à toi. Ouais, c'est différent, quoi. Ça vient à toi. Après, C'est un truc de fou. il y a ceux qui penseront que c'est de l'ésotérisme. Et voilà, puis, mais après, aujourd'hui, bon, bah, Mais quand tu l'as ça n'a expérimenté, c'est du factuel, quoi. Tu sais que ça ça marche. n'a aucun foutu intérêt de croire ou de pas croire. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de le faire. Que tu y crois, que tu y crois pas, que ça fonctionnera. Et d'ailleurs, tu dis qu'il y a une corrélation entre pensée et acte. Tu dis en mode, si tu as les bonnes pensées et les bons actes, nickel, mais en fait, c'est aussi les pensées déterminent aussi les actes, quoi. Ouais. C'est pour ça que se nourrir de trucs TikTok, ce genre de choses, etc., c'est pas bon, quoi. Mais c'est un truc de fou. Faut lire des livres, il faut être avec des personnes qui ont le niveau que tu as envie d'avoir, il faut être avec des gens qui sont intéressants, peu importe les sujets aussi. Ça nourrit de la curiosité, de la connaissance, et tout ça, ça t'amène à des choses qui sont dingues, quoi. Et encore, je pense qu'on a expérimenté 1% de ça, tu vois. Et moins que toi, d'ailleurs, je T'imagines. pense, à mon avis. Toi, t'es encore un peu plus, tu vois. Je pense que c'est pas les mêmes, tu vois. Toi, Mais- parce que moi, j'étais Ouais. tendance à la dispersion, on en parlait la semaine dernière. Toi, t'es focus, donc t'étais beaucoup plus aligné, etc. Donc, je pense qu'il y a une bonne différence, et ça se voit dans les résultats, d'ailleurs. Résultats aussi différents, quoi. Aujourd'hui, tu vois, j'arrive au stade où quand je me dis, je vois tout ce qu'on fait, je me dis, où est-ce que ça va aller? Ça me fait peur. Ça me fait peur tellement Ah ça ouais. peut être grand. Ok. Parce qu'aujourd'hui, Je te dis ça, moi j'en ai fait des cauchemars cette nuit. Tellement je pense à la boîte, je fais des cauchemars, je rêve de ça. mais pas que des achats-reventes, bordel! Ah ouais, je leur passe en boucle les Mais pas les conversations. 35%, tu peux Ah faire. oui, tu peux faire plus. C'est pas facile. Non, non, mais c'est très intéressant. Moi, ça me donne envie de refaire un vision board. Déjà, j'ai refait les objectifs. Je pense que je vais refaire un vision board. Et tu vois, en parlant, je me dis que ce que j'ai écrit peut peut-être faire un peu mieux. Parce que quand je me remets dans le contexte de à quel point c'était irréalisable les objectifs qu'on avait et à quel point on les a détruits, en fait, peut-être qu'il faut pousser un peu plus, mais ça, on verra ça après. Euh, on recentre un peu un autre sujet parce on a déjà bien parlé. Ouais, Et, je pense qu'on va. Et moi, je file en appel On va dans accélérer un 30 peu. minutes. En fait, je voulais aussi, à l'inverse, justement, te poser parfois des questions qui sont posées par des clients, qui sont des questions du coup bien différentes souvent parce que bah, ils outrepassent ces problèmes, ils collectent la connaissance nécessaire pour passer ces premières étapes avec des questions, ces questions qui nous reviennent tout le temps dont on vient de parler. Ils ont des questions un peu différentes. Avant ça, je vais peut-être inclure un autre sujet, peut-être un peu plus entrepreneurial. Aujourd'hui, bah, tu es investisseur immobilier, mais pas que. Tu es entrepreneur à succès avec beaucoup de sociétés. À seulement 25 ans que tu viens tout juste d'avoir, tu as accompli et fait des choses que peu de personnes pourraient se vanter d'avoir fait sur leur lit de mort, tu vois. Donc, tu n'es pas juste investisseur, tu es aussi un très bon entrepreneur, et je le vois au jour le jour. Et il y a aussi chez les clients ce dénominateur commun, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure aussi, où tu as fait un sondage quand on était à Toulouse. On était avec une dizaine de personnes de l'équipe. Ouais. Tu as demandé qui voulait être entrepreneur, et je crois que c'est 6 personnes sur 10 qui ont levé la main, Ouais. 60%, donc c'est quand même plus de la moitié. Toi, aujourd'hui, qui as ce parcours entrepreneur, en fait, ce que je trouve très intéressant, et j'aimerais ton témoignage, et je pense que je te le demanderai aussi au fur et à mesure des semaines, c'est qu'aujourd'hui, ce que je trouve parfois problématique, c'est qu'on a beaucoup de conseils d'entrepreneurs, mais qui sont à des niveaux qui sont complètement déconnectés de leurs conseils. Dans le sens où, quand par exemple, tu as un Yann Darwin, que j'admire, tu vois, qui est une personne exceptionnelle, qui a monté un empire colossal et qui, a priori, n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, bon Le- investisseur en plus. Le très bon investisseur, c'est peu de le dire, quoi. Mm. Quand tu vois quelqu'un comme ça qui donne des conseils à des gens qui débutent, en fait, je me dis, ils sont pas dans la position où ils viennent de débuter. Leurs conseils ont été altérés par ces dizaines d'années d'entrepreneuriat, d'expériences qu'ils ont prises. Et donc, les conseils qu'ils donnent, c'est les conseils qu'ils donnent avec ce biais de « aujourd'hui, je suis à un niveau qui n'est pas du tout celui que tu as aujourd'hui ». Tu vois. Toi qui, au contraire, a démarré depuis une période plus courte, qui a quand même un succès énorme, tu vois, je pense que tes conseils, parfois, peuvent être plus appliqués à celles et ceux qui veulent démarrer ou qui viennent de démarrer.
Et donc, dans ce sens, tu vois, euh, on entend très souvent les entrepreneurs dire, et je pense que cet extrait, on se le remettra dans 10 ans, tu vois, dire, ouais, alors sur tout ce qui est recrutement, alors, et Yann Darwin en parle dans le dernier podcast du Déclic, on savait qu'il fallait pas trop recruter, on s'est dit qu'on voulait pas faire comme toutes ces startups, mais on l'a quand même fait, on a chié, aujourd'hui on vit, on restructure, etc. Mais tu vois, il en parle toujours après coup. Là, aujourd'hui, dans l'équipe, on est 3. Tu as pour ambition dans l'année dans l'année, je sais même pas parce que c'est trop long vu la vitesse à laquelle ça va, mais dans les mois, volonté de quasiment doubler l'équipe, tu es en pleine phase de recrutement. Toi, aujourd'hui, dans ta position, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un que tu as envie de recruter? Comment tu abordes cet aspect recrutement et comment tu fais pour développer la croissance de ton entreprise avec ce biais-là? Essayer de le faire du mieux que tu peux, quoi. Et peut-être que dans 10 ans, on se dira, mais ce que tu as dit, c'est n'importe quoi, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est Ouais. qu'on pourra se remater l'extrait et se dire, ah, est-ce que c'était bon ou est-ce que vraiment on a fait n'importe quoi? Ouais. Ouais, trois coachs. En réalité, on est en termes d'employés aujourd'hui. Si je compte aussi les trucs, les femmes de ménage, etc. Aujourd'hui, tu vois, les femmes de ménage, location courte durée, pour Ouais, si tu l'ensemble prends du aussi sur les patrimoine meubles, immobilier, etc., la réception on des est. meubles, le paquetage et tout. Ouais, Moi, je parle de 3, immo-évolution, dans le sens où ouais. à développer la. Ouais, non, On oui, est, oui, oui, on est ouais, plus. j'embauche quasiment une dizaine de personnes aujourd'hui, Ouais, tu vois, sur sur les, des sur pôles les différents, différentes ouais, c'est vrai. activités. Euh, et du coup, excuse-moi, j'ai voulu donner ce truc débile et j'ai perdu le fil de ta question. C'était aujourd'hui, tu es dans une phase de recrutement, donc de croissance. Qu'est-ce Ouais. que tu mets en place pour ça, pour bien le faire? Euh, Comment tu vois cet aspect un peu primordial, tu vois, de la croissance d'une boîte? D'autant plus en France où aujourd'hui c'est très compliqué de virer, donc tu peux pas te tromper, tu Ouais. vois. Mais moi, je crois qu'il y a un truc, c'est que ça se passe beaucoup. Je sais que c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Mais à la limite, j'en ai un peu rien à faire de ce que les gens ont envie d'entendre. C'est beaucoup d'apprendre à transmettre la valeur. Comment je pourrais te dire ça? En fait, les gens, quand ils lancent une boîte, ils essaient trop de regarder les prix et non pas la valeur de ce qu'ils apportent. Et aujourd'hui, cette compétence, bah, c'est la vente. Aujourd'hui, tu veux être entrepreneur et tu sais pas vendre, bah, tu es mort dans l'œuf. Parce que tu vas devoir être en concurrence avec d'autres personnes qui vendent des prix et non pas qui vendent la valeur de ce qu'ils apportent. Et ça, c'est quand même terrible. Parce que c'est ça qui fait que tu as plein de comptables et que tu as un comptable qui propose 800 balles pour la gestion, l'autre qui propose 700 et le pourri qui propose 600 avec une dernière appli qui intègre l'intelligence artificielle et que tout le monde se tire dans les pattes et que aucun s'en sort vraiment. C'est dommage. Alors que si tu vends le côté, je te permets de faire grandir ton patrimoine plus vite parce que tu vas économiser des impôts, ça te fait plus d'apports que tu peux réinvestir et que je suis un comptable qui a une connaissance sur la fiscalité liée à l'immobilier, t'apporte une valeur qui est différente de je vais t'aider à gérer ton appart, quoi. Pour moi, la différence, elle est là. Donc, c'est la vente. Et les conneries à pas faire, je vais dire que c'est pas du tout en termes de recrutement que moi je le vois pour l'instant. Mais on n'est pas une entreprise énorme encore. Je dirais que c'est de voir trop petit. C'est de voir trop petit parce que celui qui avance et qui bouffe les parts du marché, c'est celui qui est capable de voir grand et de mettre en place des actions très audacieuses qui avancent. Aujourd'hui, on a rencontré 3500 investisseurs au travers de toute la France, au travers des apéros IMO, dans des stratégies en présentiel. Bah ouais, personne d'autre le fait. Non, mais c'est intéressant, mais sur des stratégies, par exemple, parce qu'effectivement, il y a plusieurs leviers de croissance. Effectivement, la vente, je pense qu'aujourd'hui, c'est indéniable, mais d'ailleurs, pas que pour les entrepreneurs. Demain, même juste tes Ouais, salariés, savoir se vendre Ouais. auprès d'un employeur, auprès de la boîte. Et tu vois, tu fais passer des recrutements en ce moment. Tu vois les différences. Il y en a qui se vendent plus ou moins bien, etc. Euh, c'est pas le seul élément à prendre en compte, mais c'est important. Mais toi, par exemple, en fait, ce que je voulais dire surtout, c'était le recrutement semble être, et c'est intéressant, c'est pour ça que je veux te questionner, parce que je veux ton avis avant de l'avoir fait. Pour Ouais. voir si, justement, il sera juste dans plusieurs années et si les calculs que tu avais faits étaient bons. Tu vois. Mais il semblerait que le recrutement, ce soit l'un des aspects phares de toutes les sociétés.
parce que quand tu grandis, tu ne peux pas être seul, c'est pas possible. Même les business avec les plus fortes marges en ligne et le moins de besoins en termes de force de travail ont quand même besoin à un moment, je sais pas, il faut quelqu'un au marketing, au sales, à plusieurs postes. Comment toi tu vois vraiment le recrutement? Qu'est-ce que tu mets en place pour recruter du mieux que tu peux? Qu'est-ce que tu cherches chez quelqu'un que tu veux recruter? Tu vois? Comment tu abordes cet aspect que tu es en train de découvrir du point de vue de quelqu'un qui est en train de le faire et pas de quelqu'un justement qui a déjà une boîte de 100 personnes et qui a fait des erreurs, tu vois. Ouais. Avant de faire ces erreurs, comment tu le vois toi? Aujourd'hui, si tu veux, j'en ai déjà fait quelques-unes, donc forcément ça rentre en compte maintenant. Je me suis aperçu que la clé du mec qui recrute bien, c'est d'embaucher doucement et de débaucher rapidement, quoi, de virer vite. Donc ça, c'est un premier truc et j'ai déjà embauché du monde. Je me suis déjà séparé de monde aussi. C'est pas évident, mais il faut le faire. Donc ouais, aujourd'hui, enfin si tu veux, j'ai pas de conseils particuliers à donner parce que je suis pas. Moi, j'aime bien donner des conseils, tu vois, sur des choses sur lesquelles j'ai déjà une expérience éprouvée, des choses comme ça. Mais sur le recrutement aujourd'hui, moi, ce que je regarde, c'est le dynamisme des gens. C'est à quel point, sans leur parler des objectifs de la boîte, quand je leur demande leurs objectifs à eux, ils arrivent à être alignés avec. Et je recherche beaucoup d'autonomie chez les gens parce que je suis un peu fonceur. J'ai ce côté où j'arrive à bâtir de nouvelles choses très rapidement sans être, tu vois, trop attentif aux détails. Genre, je construis des stratégies, je bâtis assez rapidement, en fait, parfois un peu trop. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est génial, parce que toi, tu penses à tous ces trucs, tu arrives à penser aux détails J'essaye, auxquels moi, complémentaire, quoi. auxquels moi, je suis pas peut-être dedans. Et donc, en fait, j'ai besoin de A-players, quoi. J'ai besoin de gens qui sont bons, qui savent ce qu'ils font, qui sont capables de suivre la cadence et qui n'ont pas besoin d'être formé outre mesure au départ. Bien sûr, tu as une phase d'adaptation à Pas l'entreprise. comprendre la boîte. Mais en fait, ouais, j'ai besoin de gens qui vont vite avec moi, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ça implique d'avoir des personnes, bien évidemment, qui ont des rémunérations au-dessus du marché, qui vont pouvoir monter en compétences rapidement. Et moi, c'est ça aujourd'hui dans les recrutements que je mets en avant. C'est, regardez, on est assis sur une locomotive en janvier. En septembre l'année dernière. Une locomotive à 70 heures par semaine, c'est plutôt une fusée. Non, mais en septembre l'année dernière, j'étais seul. Ouais. On était 4 il y a quelques temps, mais on est repassé à 3 parce qu'on a dû se séparer de certains éléments. Là, on va repasser à 4. On va passer à 5, 6 parce qu'il va falloir qu'on recrute d'autres setters, d'autres coachs dans l'équipe parce que on a plus de demandes. Le plus vite sera le mieux. On a plus de demandes qu'on va arriver à en assumer d'ici quelques mois. Donc, c'est clair. Il faut qu'on fasse grandir tout ça en même temps. Ok. Mais je dirais que c'est, pour moi, c'est pas des problématiques, ces trucs-là. Non, mais je le voyais pas sous le prisme du problème, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir ton avis de maintenant. Et ce sera marrant parce que tout le monde semble s'accorder sur le fait que c'est un point essentiel, et tout le monde semble s'accorder sur le fait que tout le monde se chie sur ce point-là. Tu vois. Donc moi, c'est intéressant. On clippera tout ça. Ouais. On le garde dans le disque dur, et dans 5 ans, tu regarderas ça, peut-être que tu te diras, je racontais n'importe quoi. Mais j'espère, hein. J'espère, ça veut dire qu'on aura passé encore un stade dans ouais, non, mais l'accélération du truc. carrément. Mais non, mais c'est intéressant. Mais je te poserai comme ça de temps en temps des petites questions par rapport à ça. C'est méga cool. Je voulais finir rapidement, je sais même pas si on va réussir à aller au bout de ce que j'avais prévu, plutôt sur des questions clients. Donc justement, je le répète, c'était pour aussi marquer cette différence entre, globalement, je parle pas que de nous, tu vois, mais quelqu'un qui va chercher à monter en compétences, à apprendre, à s'entourer de personnes qui ont les réponses à ces questions et non pas prendre avis, tu vois, auprès du boulanger du coin sur comment faire un immeuble du rapport alors que, tu vois, il n'a jamais investi de sa vie. Et c'est des questions qui sont complètement différentes et qui sont du coup parfois plus intéressantes aussi, forcément. Donc je te prends quelques questions. Je te pose la première. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure du fait de pouvoir enchaîner des 35% d'endettement, etc. Aujourd'hui, nous, on met en place tout ce qu'il faut pour pas que ça arrive avec nos clients, en fonction de leurs objectifs, évidemment. Et sur les questions en fait, qui t'ont été posées hier soir pendant le coaching, en fait, j'ai tout simplement repris ces questions, donc peut-être que tu les auras en tête encore. Question d'Olivier, aujourd'hui, qui se posait une question plus poussée sur la fiscalité. Tu vois. Aujourd'hui, qui expliquait, mais je comprends pas, si j'ai une SCI sur laquelle
je ne paye pas d'impôts parce que j'amortis les travaux, le bien, etc. Est-ce que du coup, étant donné que la SCI ne réalise pas de bénéfices, est-ce que je fais du cash flow? Tu vois, est-ce que tu pourrais rapidement réexpliquer je trouve que c'est très intéressant comme différence et ce Ouais. point-là. Alors là, on parle de SCI à l'IS, À l'IS, bien à sûr. l'impôt Ouais, sur les sociétés. tout à fait. Donc en fait, sur la fiscalité, ça se passe à plusieurs vitesses sur la SCI. Bon, déjà, il faut regarder le montage au global. Est-ce que tu es un particulier qui investit via une SCI? Est-ce que tu es un entrepreneur qui investit dans une SCI à titre perso et avec sa boîte? Ou est-ce que tu as une holding qui détient? Bon, c'est des montages différents. Sur la fiscalité, on va prendre des chiffres très ronds pour que les gens comprennent. En gros, si tu fais 20 000 euros de loyer par an et que tu as fait un bon investissement, quand tu comptes les intérêts, les différentes charges que tu as à déduire, bref, tu es à 10 000 euros en face de charges chaque année. De loyer, tu veux dire? Non, tu as fait 20 000 euros de loyer et tu es à 10 000 euros de charges chaque année. Oui, donc il te reste 10 000 de loyer. Ouais. Il te reste 10 000. Et en fait, le comptable, quand il fait son montage, il va amortir les travaux dans le temps et il va amortir la valeur du bien dans le temps également. Donc, il va amortir 5 000 euros par an de travaux et amortir 5 000 euros de la valeur du bien chaque année. Alors, développe juste un tout petit peu ce point-là pour que les gens qui n'ont pas de société, etc., comprennent peut-être pas le fait d'amortir quelque chose. Qu'est-ce que c'est comme principe, ça? Le principe, il est très simple, c'est que si tu fais 50 000 euros de travaux la première année, que tu touches 20 000 euros de loyer, ben on va pas dire que tu es en déficit de 30 000. On va dire que tu es à l'équilibre à zéro et l'année prochaine, on va reporter une partie des travaux, etc., etc. Donc, les travaux, tu les amortis dans le temps. Et en fait, là, tu peux également amortir la valeur du bien, puisque la première année, quand tu l'achètes, il a une certaine valeur. Et comptablement, il va s'user au fur et à mesure du temps. Donc, comme un perdre de la valeur ordinateur ou comptable. un téléphone, etc. Tu peux faire cette Exactement. manip. Exactement. Donc, vu qu'il perd de la valeur dans le temps, parce qu'il va s'user comptablement, c'est une manip d'amortissement, c'est comme ça que ça se passe, ben, c'est une valeur qu'on va inclure dans les charges et qui peut nous permettre du coup d'être à 20 000 euros de loyer pour 10 000 euros de charges, donc 10 000 euros de bénéfice chaque année, et avec 5 000 euros d'amortissement de travaux et d'amortissement de la valeur, comptablement, on est à zéro. Comptablement, on ne paye pas d'impôt à la fin de l'année, et pourtant, on a fait 10 000 euros de cash flow sur la SCI. Et effectivement, il y a une règle dans la SCI, c'est que tu ne peux pas sortir des fonds d'une SCI si, à la fin de l'année, comptablement, tu es à l'équilibre, tu es à zéro. Tu ne peux pas sortir de l'argent d'une société si comptablement, tu n'es pas d'argent. pas en bénéfice. Donc, en fait, la manip, pour pouvoir le faire, elle est hyper simple. C'est qu'on va demander au comptable d'allonger les durées d'amortissement. Donc, au lieu d'amortir les travaux sur 5 ans, on va les amortir sur 10 ans, etc. Donc, on va amortir moins chaque année. On va venir créer ce bénéfice comptable sur lequel on va payer l'impôt à l'IS, donc les 15% en dessous de 35 000 euros de bénéfices par an et 25 quand on est au-delà. C'est monté à 42, je crois, le palier. Ouais, c'est monté à 42. Ouais. Et donc, une fois qu'on a payé notre IS, effectivement, là, on peut soit sortir une petite rémunération sous forme de salaire en tant que dirigeant de la société, soit sous forme de dividende soumis aux 30% de flat tax. Donc, du coup, la réponse est 100% oui. C'est-à-dire que tu peux en fait avoir une société qui ne paye pas d'impôts parce que comptablement elle est à zéro, mais pourtant elle a quand même encaissé 10 000 euros de cash flow, entre guillemets, de trésorerie qui reste l'année d'après, voilà. Et au fur et à mesure. Quoi. Et la différence, c'est que tu ne pourras te les sortir qu'à la condition que tu es en bénéfice. Donc en fait, l'intérêt de la SCI à l'IS, c'est que tu multiplies les projets. Et ensuite, il y a plein de façons de sortir de l'argent d'une SCI. Tu as des systèmes avec des holdings. Ouais, bien sûr. Qu'on ne détaillera pas. Ouais, on ne va pas rentrer dans les détails. On pourrait faire ça pendant des heures, mais et c'est l'une des réponses d'ailleurs à aujourd'hui le fait d'être bloqué. C'est basculer en société de plein de manières différentes. C'est évidemment l'une des réponses principales. Ok, deuxième question. Aujourd'hui, c'est vrai que les personnes avec qui on bosse, en général, démarrent les visites dans le premier mois où on commence à bosser avec eux. Et parfois, il arrive, tu vois, c'est des questions que nous ont posées Camille, Aurélie et Aurélien. On rencontre parfois, en fait, il y a plein de biens différents qu'on croise sur sa route, des biens totalement rénovés, à rénover. Et parmi ces biens, parfois, il y a des biens qui sont déjà loués. Et ça nous arrive souvent qu'on nous pose la question de je suis sur un bien déjà loué, il correspond au rendement qu'on a défini, les travaux, ils sont de temps parce qu'on les a calculés, etc. au préalable. Sur le papier, c'est OK. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces biens-là en très rapide? Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas pas? Est-ce que tu préfères faire des travaux, pas faire de travaux? Comment tu abordes un projet, toi, demain, quand tu en lances un nouveau?
Moi, j'y vais pas. J'y vais pas parce pour moi, il y a plusieurs problèmes sur ce type de projet. Premièrement, tu fais pas de travaux. Donc, le schéma que j'ai donné juste avant, là, avec l'amortissement des travaux, tu l'as pas. Très rapidement, tu vas commencer à payer de l'impôt. Oui, parce que bien déjà loué, tu peux pas mettre les locataires dehors pendant 2 mois, refaire l'appart, leur monter le loyer, les remettre, c'est pas possible. Tu peux pas. Premier problème, donc tu n'as pas de travaux à déduire, donc tu ne crées pas de déficit foncier, etc., qui te permet, dans l'immobilier, quand tu connais en fiscalité, de ne pas payer d'impôt, selon que ce soit en nom propre ou en société, hein, d'ailleurs. Tu peux l'amortir en nom propre, bien sûr. Oui, tout à fait. LMNP, microbique, plutôt réel. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Deuxièmement, tes loyers sont sous-évalués, dans 90% des cas, parce que tu as Jeannette, 70 ans, qui est locataire depuis 20 ans, d'un bien, d'un T4 qui était loué 350 € à l'époque et qui n'a pas vu son loyer augmenter parce que les baux étaient mal faits. Donc tu te retrouves avec des loyers qui sont sous-évalués, des locataires qui sont là depuis longtemps souvent et qui n'ont pas d'intérêt à bouger dans d'autres appartements parce qu'ils ne retrouveront pas le loyer aussi peu cher. Donc ça, c'est la deuxième problématique. Et la troisième, c'est que dans ce genre de cas, vu que tu rénoves pas les biens, souvent, tu as aussi des personnes qui pratiquent des loyers. Tu as souvent des personnes qui n'ont pas les plus grandes rémunérations parmi les locataires disponibles sur le marché. Et donc, tu es plus souvent exposé à des cas d'impayés quand tu achètes des biens qui sont déjà loués. C'est une tendance que j'ai remarquée. On a vu pas mal de projets passer comme ça. Et souvent, tu as plus de chances de risque d'impayé quand tu achètes un truc qui est déjà loué versus j'achète un truc qui est en mauvais état, je le rénove au bout du jour, c'est nickel. Je pratique des loyers qui sont relativement élevés parce que l'appartement il est mieux que 99% de ce qui existe sur le patrimoine et c'est pas compliqué de se démarquer en France aujourd'hui quand tu investis dans les secteurs dans lesquels on investit. Tu as des biens qui sont complètement pourris à la location. Et une fois que tu fais ça, tu attires les bons locataires aussi. Alors moi, j'ai quand même réussi à faire ça, à avoir des impayés. Ouais. Et moi, je fais partie de. Je pense que je suis une espèce rare de. Je suis dans le 0,0001% des mecs qui n'ont pas de chance, quoi. Ouais. Non, parce que aujourd'hui, statistiquement, tu as 3% d'impayés en France. Ouais. Et ce que je dis souvent, c'est que 80% de ces impayés, c'est de la bonne foi. Ouais. C'est pas des gens malhonnêtes qui volontairement payent pas, c'est des gens qui, parfois, à un instant T, il y a un souci, il y a un problème, il y a quelque chose, et qui sont tout à fait honnêtes et qui sont OK pour étaler le paiement, etc. Carrément. C'est vraiment très très rare. Et je dirais. Moi, j'ai vu passer une cinquantaine de locataires depuis que j'ai démarré il y a 5 ans sur les différents biens que j'ai. Franchement, j'en ai pas eu un seul qui ne m'a pas payé. Toi, t'en as eu 0, ouais. J'en ai jamais eu. Et moi, encore une fois, j'en ai eu, mais parce que la stratégie n'était pas bonne, quoi. Au début, j'ai commencé plein d'erreurs, secteur qui n'était pas bon, location en nu, location par moi-même. Tout simplement louer à des dossiers pas complets. Enfin, vraiment, j'ai un peu cherché le truc aussi. C'est con, parce que c'est des choses qui s'apprennent, qui... Dans un accompagnement, tu retrouves ces choses-là et putain, parce que moi, à qu'est-ce que ça te fait gagner en termes de temps, en termes d'erreurs, en termes de stress. Parce que moi, à l'époque, je voulais tout faire tout seul et voilà. Après, je prends toujours le côté positif. Je me dis, voilà, c'est de l'apprentissage, t'apprends. Je suis monté à des niveaux de stress où je dormais pas pendant une semaine d'affilée. Bien sûr. C'est bien, tu vois, ça fait le cuir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut faire 70-80 heures par semaine sans problème, tu vois. D'ailleurs, après ce podcast, je vais faire les travaux à Bordeaux. Ouais, c'est parti. Bah ouais. Bon, mais écoute, très bien. Je pense que je ne vais pas te poser les dernières questions parce qu'on ne va pas avoir le temps. Tout simplement, je te les garde peut-être pour la semaine prochaine. J'étais ravi de faire ce podcast. C'est très cool. Je crois qu'il est beaucoup plus long que le dernier en plus. Ouais. Je crois qu'on ne s'est pas arrêté de parler. On s'est libéré là. On s'est dit qu'on allait faire 1 heure. Ouais, parce qu'en même temps, on a tellement bossé cette semaine. Ah ouais. Là, on a fait plus d'1 heure là. Mais je crois qu'on est à une bonne heure et demie, une bonne heure 45. Ouais, un truc comme ça. Ah ouais. Ça passe vite. Hein. Ok. Je ferai le montage, ça va être un bonheur aussi, ça. Ok, très cool. Bon, mais en tout cas, c'était nickel. Encore une fois, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Spotify, Apple Podcast. Je galère toujours. Je le rappelle, plus de 70 heures cette semaine. C'est excusable. Apple Podcast, Spotify, sur YouTube au format vidéo, bien sûr. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Carrément. Et l'objectif, n'oubliez pas, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de transporter cet apéro IMO qu'on fait dans toutes les villes de France sous un format podcast. Donc, malheureusement, peut-être qu'on n'a pas encore eu la chance de vous voir dans la ville où vous êtes. Et l'idée à chaque fois dans ces apéros, c'est d'échanger, de discuter et qu'on nous pose des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre dans le podcast de la semaine prochaine. Merci Martin. À très vite.